Mes parents m'ont mise à la porte à Noël, persuadés que je n'arriverais à rien seul. Sans un sou, j'ai utilisé la vieille carte de mon grand-père. À la banque, le directeur a pâli, « Madame, asseyez-vous ». Ma vie a basculé devant l'écran. Je me tiens pieds nus sur le perron tandis que la neige s'accumule autour de mes orteils, les guirlandes de Noël derrière moi clignotant comme pour se moquer de moi. La voix de ma mère résonne encore dans mes oreilles, assez tranchante pour fendre le froid, « Tu es incapable de faire quoi que ce soit par toi-même, Léna, pas une seule foutue chose. » Puis le sac poubelle rempli de Dieu sait quoi a été poussé dans mes bras, un instant plus tard, la main de mon père a claqué la porte si fort que la couronne a failli tomber, et le verrou a cliqué comme un verdict final. Derrière moi, des maisons parfaitement décorées brillent de la chaleur des dîners de fête, des rires, des familles. Et moi, je suis là, debout dans la neige, sans manteau, sans maison et sans famille prête à me reconnaître. Quelques voisins jettent un coup d'œil à travers leurs rideaux, prétendant ne pas avoir vu les Lefebvre jeter leur fille dehors comme si elle était les ordures de la veille. Mon téléphone n'a pas de réseau, mon application bancaire affiche un solde humiliant de 182 €, et le vent d'hiver me tranche à travers mon mince pull. Pour la première fois de ma vie, je comprends vraiment ce que l'on ressent quand on n'est pas désiré. Et c'est là que ma main frôle l'intérieur de la poche de mon manteau et heurte quelque chose de solide, froid, métallique, la vieille carte noire que mon grand-père m'a donnée quand j'avais 6 ans, celle qu'il m'a dit de n'utiliser que lorsque tu n'auras plus nulle part où aller. Je parviens enfin à bouger mes pieds engourdis pour descendre les marches et me diriger vers ma voiture. La neige rend mes sandales glissantes, je manque de tomber 2 fois. Le sac poubelle se déchire dans mes bras alors que j'atteins le trottoir. À l'intérieur, il n'y a ni mes vêtements, ni mes papiers, ni rien qui m'appartienne, juste des cochonneries au hasard, une serviette couverte de taches d'eau de Javel, un ornement de Noël cassé, une bougie à moitié brûlée. Ils n'ont même pas eu la courtoisie de me laisser mes propres affaires. Ma voiture grogne quand je la démarre, le moteur geignant comme s'il ne voulait pas coopérer. Honnêtement, pareil pour moi. Je suis assise sur le siège avant, les mains tremblant si fort que les clés s'entrechoquent. Mon souffle embue le pare-brise, le chauffage fonctionne à peine, alors de l'air froid souffle sur mon visage pendant que je fixe la maison où j'ai grandi, maintenant verrouillée derrière une porte que mes parents se sont assurés que je ne pourrais plus jamais ouvrir. Je revois la scène d'il y a 20 minutes, le dîner du réveillon de Noël brûlé dans le four parce que ma mère était trop occupée à critiquer ma posture, mon père se plaignant du coût des guirlandes lumineuses, mon frère levant les yeux au ciel à tout ce que je disais. Puis le fusible a sauté quand je leur ai dit que je ne cosignerais pas un prêt qu'ils voulaient souscrire à mon nom. Soudain, j'étais ingrate, égoïste et un parasite. Leurs mots s'accumulaient plus vite que la neige dehors. Ma mère a craqué la première, me traitant de déception. Mon père a suivi avec un dégage hurlé qui a résonné dans le couloir. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'aurais pas cru à quelle vitesse ma famille pouvait se débarrasser de moi. Ils ont toujours dit que je reviendrais en rampant, mais ce soir, assise dans ma voiture froide, fixant leurs fenêtres chaleureuses, quelque chose change en moi. Je ne veux plus jamais revenir en rampant. Mais vouloir être forte et avoir des options sont 2 choses différentes. Mon estomac grogne, me rappelant que je n'ai pas mangé depuis hier. Je regarde l'heure, presque minuit, et mon corps semble fait de verre creux. Je cherche des hôtels à proximité, mais les prix pourraient tout aussi bien être d'1 million d'euros. J'essaie d'appeler quelques amis, mais ma mère a passé des années à m'isoler discrètement de la plupart d'entre eux. Une partie de moi se demande si ce moment est exactement ce qu'elle voulait pour moi, que je sois si seul que je n'ai d'autre choix que de lui obéir pour toujours. Je refuse que ce soit la fin. Je conduis jusqu'à une brasserie ouverte 24h24, car c'est le seul endroit où je peux m'asseoir sans me faire jeter. L'enseigne au néon clignote alors que je me gare. La serveuse me lance un regard sympathique mais prudent tandis que je me glisse dans une banquette et commande la tasse de café la moins chère qu'ils aient. Je la berce entre mes mains gelées comme si c'était la dernière chose chaude sur terre. Et puis, comme si elle attendait ce moment depuis toujours, la carte noire glisse de la poche de mon manteau et teinte doucement contre la table. Je me fige. Je me souviens du moment exact où mon grand-père me l'a donnée. J'avais 6 ans, assise sur ses genoux dans le jardin pendant que mes parents se disputaient à l'intérieur. Il a pressé la carte dans mes petites mains et a murmuré, « Un jour, ma chérie, tu en auras besoin. Ne l'utilise que lorsque tu n'auras personne d'autre. » À l'époque, je lui avais dit que je n'en aurais jamais besoin. Mes parents m'aimaient, ou du moins c'est ce que je pensais. La serveuse passe et jette un coup d'œil à la carte. Ses yeux s'écarquillent et elle détourne rapidement le regard. Vous en avez une de celles-là,
murmure-t-elle avant de retourner vers la cuisine, comme si elle n'aurait rien dû dire. Je passe mon pouce sur la surface lisse en métal. Pas de nom, juste des chiffres gravés en or. Elle ne ressemble même pas à une carte bancaire normale. Elle a l'air plus ancienne, plus lourde, comme une clé pour quelque chose que je n'étais pas censé ouvrir trop tôt. Je sors mon téléphone, 3% de batterie restante, et cherche le logo de la banque gravé dans le coin, Banque Nationale Patrimoniale. Une seule agence à proximité est ouverte jusqu'à 18 h le lendemain. Le bâtiment ressemble à quelque chose sorti d'un vieux film, avec des piliers de marbre et des poignées en laiton, bien trop élégant pour quelqu'un comme moi. Mais la carte venait de grand-père Henri, et s'il y a bien un moment où j'ai besoin de ce qu'il essayait de me donner, c'est maintenant. Mon téléphone meurt dans ma main. Parfait. Je reste assise là pendant 2 heures, sirotant le même café. La serveuse me le remplit 2 fois sans me le faire payer, probablement par pitié, ou peut-être qu'elle voit quelque chose sur mon visage qu'elle reconnaît, quelqu'un qui essaie désespérément de ne pas s'effondrer. Je garde la carte cachée sous ma paume tout le temps, craignant que quelqu'un ne la voie, craignant de perdre la seule chose qui pourrait me sauver. Finalement, l'épuisement l'emporte. Je retourne en titubant à ma voiture et me blottis sur la banquette arrière, tirant ma fine veste sur mes genoux. Les vitres s'embuent tandis que mon souffle devient blanc, le chauffage ayant depuis longtemps abandonné. Mes doigts s'engourdissent d'abord, puis mes orteils. La peur s'insinue, le genre de peur que seules les personnes qui n'ont nulle part où dormir comprennent. Je pense de nouveau à grand-père Henri, à ses mains chaudes, à son sourire tranquille, à la façon dont il me regardait toujours comme si j'avais de l'importance. Peut-être qu'il savait que ce jour viendrait. Peut-être qu'il a essayé de me prévenir de la seule manière possible. Papy, je murmure dans l'obscurité froide, j'espère que tu savais ce que tu faisais. La carte noire repose contre ma poitrine, glissée sous la veste comme un battement de cœur que j'emprunte. Demain, j'entrerai dans cette banque. Demain, je découvrirai si cette carte ne vaut rien ou si c'est la seule chose qui peut tout changer. Pour la première fois depuis que j'ai été jeté dans la neige, je sens une lueur de quelque chose de chaud en moi. Pas de l'espoir, exactement, mais une possibilité. Et une possibilité, c'est assez pour survivre une nuit de plus. Les lumières à l'intérieur de la Banque Nationale Patrimoniale brillent chaleureusement contre le matin gris alors que je me gare sur le parking presque vide, mon estomac si noué que j'ai l'impression d'avoir avalé une pierre. J'ai à peine dormi sur la banquette arrière de ma voiture, mes doigts sont encore engourdis quand je saisis l'étrange carte noire dans ma poche, la seule chose qui m'empêche de m'effondrer sous le poids de tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Je reste assise là 1 minute, moteur éteint, le souffle embuant le pare-brise, essayant de me convaincre que je ne suis pas folle d'être ici. Mais je me souviens alors de la voix de ma mère, « Tu es incapable de faire quoi que ce soit par toi-même », assez tranchante pour fendre les os. Si je n'entre pas dans cette banque maintenant, ces paroles deviendront vraies. Je refuse de les laisser devenir vraies. J'ouvre la portière et sors dans le froid. Le vent me pique les joues alors que je marche vers l'imposant bâtiment aux colonnes de marbre et aux fenêtres encadrées de laiton. On dirait le genre d'endroit où vit le vrai argent, le vieil argent, le genre d'argent dont mes parents ont toujours prétendu que nous venions, même si notre maison était financée par des prêts qu'ils avaient toujours du mal à rembourser. Ce bâtiment n'appartient pas à des gens comme eux. Il ne m'appartient certainement pas. Sauf si mon grand-père pensait ce qu'il a dit il y a toutes ces années. À l'intérieur, l'air sent légèrement le bois poli et les manteaux d'hiver. Une réceptionniste d'une 50aine d'années lève les yeux de son bureau et sourit, le genre de sourire poli que les employés de banque donnent toujours aux clients dont ils supposent qu'ils ne sont pas à leur place. Bonjour, comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? Ma voix se coince presque. J'ai besoin de vérifier le solde d'un ancien compte. J'ai la carte. Je la fais glisser sur le comptoir. Le sourire de la réceptionniste s'efface, non pas grossièrement, mais avec une reconnaissance inattendue. Elle retourne la carte, l'examinant comme si c'était une relique d'un autre siècle. Je vais appeler un directeur, dit-elle doucement. Un directeur pour une vérification de solde? Mon cerveau, grillé par l'épuisement et la peur, saute immédiatement aux pires conclusions. Peut-être que le compte est fermé, peut-être que la carte ne vaut rien, peut-être que je suis sur le point de me faire escorter dehors pour leur avoir fait perdre leur temps. Je m'assois dans l'un des fauteuils en cuir près de la fenêtre, croisant mes mains glacées sur mes genoux. Une mère avec un jeune enfant passe devant moi, l'enfant gloussant en essayant d'attraper son écharpe. Un couple de retraités est assis quelques sièges plus loin, examinant tranquillement une pile de papier.
des gens normaux avec des vies normales par un matin normal. Aucun d'eux ne sait que je suis sans abri, aucun d'eux ne sait que la raison pour laquelle je suis ici est que mes parents m'ont poussé par la porte d'entrée comme du courrier indésirable. 5 minutes passent, puis 10. Juste au moment où je suis sur le point de me convaincre de fuir par pure humiliation, un homme grand en costume anthracite apparaît dans l'encadrement de la porte. Il semble tout droit sorti d'un magazine financier, coupe de cheveux impeccable, cravate immaculée, expression contrôlée mais pas inamicale. « Mademoiselle Lefebvre », dit-il, hésitant juste le temps de vérifier ma carte d'identité dans sa main. « Oui, je parviens à dire. » Il hoche la tête. « Je suis Étienne, le directeur de l'agence. Voudriez-vous venir avec moi? Nous devons discuter de votre compte en privé. » Mon cœur bat la chamade contre mes côtes. En privé. Ce mot semble trop grand, trop lourd. Je me force à me lever et à le suivre dans un couloir bordé de photos encadrées des fondateurs de la banque, des hommes sévères en costume démodé qui me regardent de haut comme si je n'étais pas à ma place. Son bureau sent le cèdre et quelque chose de frais et de cher. Il m'invite à m'asseoir, puis ferme la porte derrière nous. Avant de continuer, dit-il en s'installant derrière son bureau, je dois vérifier votre identité. Je lui tends mon permis de conduire avec des doigts tremblants. Il l'étudie, tape quelque chose sur son ordinateur, et l'écran se reflète faiblement dans ses lunettes, une lueur vive sur son visage calme. Ses sourcils ne se haussent que légèrement, mais je le vois. Mademoiselle Lefebvre, dit-il enfin, la carte que vous avez apportée aujourd'hui correspond à l'un de nos comptes héritage. Il n'a pas été utilisé depuis de nombreuses années. Il tourne l'écran vers moi et, pendant un instant, tout s'arrête en moi. Des rangées de documents, des dizaines de fichiers liés, des détails de comptes qui ne ressemblent en rien à un simple compte d'épargne. Et dans le coin supérieur de l'écran, quelque chose qui n'a aucun sens. Il est actif, je murmure. Oui, dit Étienne, très actif. Et très bien protégé. J'avale difficilement. Protégé de qui? Il fait une pause. De quiconque sauf vous. Les mots me frappent comme un coup de poing. Mon grand-père n'était pas dramatique, il n'était pas énigmatique. Il ne laissait pas de mystère. Sauf qu'il en a laissé un. Il a laissé ceci, quoi que ce soit. Étienne ouvre un autre fichier, une note interne datée d'il y a 23 ans. Mes yeux s'écarquillent en lisant le nom, Henri Lefebvre, mon grand-père. Il a ouvert ce compte quand j'avais seulement 7 ans. Il a écrit une directive, accessible uniquement par ma petite fille, Léna, et seulement lorsqu'elle présentera la carte héritage physique. Je me sens prise de vertige. La pièce semble trop petite, trop lumineuse, trop surréaliste. Étienne se penche en avant, sa voix s'abaissant légèrement. Mademoiselle Lefebvre, avant de vous montrer quoi que ce soit d'autre, puis-je vous demander pourquoi vous avez décidé d'utiliser la carte aujourd'hui? Je baisse les yeux sur mes mains. Elle tremble à nouveau, mais je ne me recule pas ni n'essaie de le cacher. Mes parents m'ont mise à la porte hier soir, dis-je doucement. La veille de Noël. Ils ne m'ont même pas laissé prendre mes affaires. Je n'ai pas d'argent pour un hôtel. Je ne savais pas quoi faire d'autre. L'expression d'Étienne ne change pas radicalement, mais quelque chose dans sa posture s'adoucit. Je vois. Ce sont 2 petits mots, mais ils contiennent quelque chose que je n'ai pas entendu depuis longtemps, du respect, ou peut-être de l'inquiétude, ou peut-être de la compassion. Une vraie compassion, de la part de quelqu'un qui ne me connaît pas, de quelqu'un qui ne tire aucun bénéfice à me réconforter. Je me force à rester stable. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose sur le compte. Je me suis juste souvenu que mon grand-père avait dit de l'utiliser si je n'avais nulle part où aller. Étienne hoche lentement la tête. Il était très intentionnel à ce sujet. Il clique sur une autre section de l'écran. Mon estomac se serre davantage. Les chiffres apparaissent. Pour la première fois depuis des heures, j'inspire brusquement, le souffle glacial dans mes poumons. Est-ce que c'est? J'ai du mal à former les mots. Est-ce que c'est le solde? Étienne ne répond pas immédiatement. Il laisse le moment s'installer, laisse la vérité s'asseoir entre nous. Et puis il fait pivoter doucement le moniteur complètement pour que je puisse le voir entièrement. Mais je ne le fais pas, pas encore. Parce que je n'arrive pas à me résoudre à regarder. Je suis terrifié. Terrifié que ce ne soit rien, terrifié que ce soit quelque chose. Terrifié de ce que l'une ou l'autre possibilité signifie. Finalement, je force mes yeux à regarder les chiffres,
et tout en moi s'effondre. Je cligne rapidement des yeux, incapable de comprendre les chiffres, les virgules, la longueur du solde. Mon pouls s'emballe, un rugissement dans mes oreilles noyant tout le reste dans la pièce. Non, je murmure. Ce n'est pas possible. La voix d'Étienne est stable. Si, ça l'est. L'air quitte mes poumons d'un seul coup. Mes mains volent à ma bouche. Je halète comme si on venait de me sortir des profondeurs, car le nombre à l'écran n'est pas petit. Il n'est même pas modeste. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais expliquer ou rationaliser. C'est un changement de vie. C'est irréel. C'est impossible. Je secoue la tête, le souffle saccadé. Mes parents. Ils ont toujours dit qu'ils n'avaient rien. Ils disaient qu'ils vivaient de sa retraite. Ils disaient qu'ils ne pourraient pas m'aider même s'ils le voulaient. Étienne croise les doigts. Vos parents n'ont jamais eu accès à ce compte. Les instructions de votre grand-père étaient explicites. Ma gorge me brûle, ma vision se brouille. Pendant des années, j'ai cru que mon grand-père m'avait oublié. Pendant des années, j'ai cru le récit de mes parents, qu'ils ne s'en souciaient pas, qu'il était confus, qu'ils ne m'aimaient pas. Mais ils m'aimaient. Ils m'aimaient assez pour se préparer au jour où ils me mettraient dehors. Je presse une main tremblante sur mon cœur. Je le sens battre, frénétique et furieux. Je ne comprends pas, je murmure. Pourquoi moi? Pourquoi a-t-il fait tout ça pour moi? Étienne ouvre lentement un tiroir et place un dossier rouge scellé sur le bureau entre nous. Parce qu'il voulait que vous sachiez la vérité, dit-il doucement. Toute la vérité. Je fixe le dossier. L'écriture de mon grand-père couvre le dessus, pour Léna, quand tu seras enfin libre. Ma poitrine se serre. Étienne croise mon regard. Mademoiselle Lefebvre, je pense que vous devriez lire ceci. Et avec cette phrase, toute ma vie bascule sur son axe. Étienne tourne lentement l'écran vers moi, comme s'il savait que les chiffres qui y figurent pourraient briser quelque chose en moi. Au début, les rangées de chiffres ne s'enregistrent pas. Mon cerveau essaie de leur donner un sens, mais je n'ai jamais vu de nombre aussi long en dehors des scandales d'entreprise ou des valorisations de sociétés technologiques aux informations. Mon souffle se bloque, mon pouls dérape. Pendant un instant, je pense sincèrement que le moniteur doit afficher les informations de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'important, de puissant, quelqu'un qui n'est pas moi. Mais alors Étienne parle, sa voix basse et presque respectueuse, Mademoiselle Lefebvre, ceci est votre compte. Mon cœur sursaute si fort que ça fait mal. Je cligne des yeux à nouveau vers l'écran. 63,8 millions d'euros. Mes mains agrippent si fort les accoudoirs du fauteuil en cuir que mes jointures blanchissent. Le monde semble basculer, comme si le sol sous nous n'était pas en marbre mais en glace sur le point de se fissurer. Il doit y avoir une erreur. Je ne peux même pas payer une chambre de motel. J'ai dormi dans ma voiture la nuit dernière, en utilisant une veste comme couverture. Je suis le genre de personne qui mesure ses courses en fonction du nombre de jours où je peux faire durer un paquet de pâtes. Et pourtant, me voilà, à regarder plus d'argent que mes parents n'en ont vu de toute leur vie. Je ne. Ma voix se brise, ça ne peut pas être réel. Étienne ne sourit pas, ne me réconforte pas, n'édulcore pas la situation. Il hoche simplement la tête une fois, fermement. C'est réel. Et ce n'est que la partie liquide. Uniquement la partie liquide. L'expression me donne le vertige. Il commence à cliquer sur des onglets, chacun rempli d'informations qui me coupent le souffle, des titres de propriété commerciale, des terrains dans 3 départements, des actions dans des entreprises que je reconnais des gros titres, une participation dans une société de robotique dont j'ai certainement entendu parler aux informations. Mon grand-père, l'homme tranquille qui portait le même pull pendant des années, qui mangeait de la soupe en conserve pour le déjeuner, qui insistait sur le fait que les coupons étaient la pierre angulaire d'une vie sage, possédait une fortune. Plus qu'une fortune, un empire. Je suis encore en train de fixer l'écran quand Étienne se tourne sur le côté et sort un dossier rouge d'un tiroir verrouillé. Il le pose doucement devant moi, comme si c'était quelque chose de vivant. Ceci contient les dossiers que votre grand-père nous a demandé de garder scellés jusqu'à ce que vous veniez avec la carte héritage. Héritage. Ce mot me frappe en pleine poitrine. Mes mains tremblent alors que j'ouvre le dossier. La première chose à l'intérieur est une lettre manuscrite qui m'est adressée, avec l'écriture en boucle de mon grand-père. La seule vue de son écriture me brûle la gorge. Mais avant que je puisse la lire, une ligne de texte imprimée à l'intérieur de la couverture attire mon œil,
pour les yeux de Léna seulement, la vérité sur vos parents. Une vague de froid me parcourt l'échine. Pourquoi est-ce je commence? Étienne s'éclaircit doucement la gorge. Mademoiselle Lefebvre, votre grand-père était très délibéré. Vous étiez censé tout savoir une fois que vous ne seriez plus sous leur emprise. Sous leur emprise. Entendre quelqu'un d'autre le dire me fait monter la bile. Mes parents n'étaient pas stricts, ils n'étaient pas protecteurs. Ils étaient étouffants, manipulateurs, contrôlant d'une manière que je n'ai jamais pu articuler pleinement. Je tourne la page. Une chronologie apparaît, mois par mois, année par année. Une documentation de la dernière décennie de mon grand-père, des rapports médicaux montrant qu'il était mentalement compétent, des notes bancaires, des communications juridiques, chaque détail soigneusement enregistré au cas où il aurait un jour besoin de prouver ses décisions. Mes parents ont toujours dit qu'il était confus, qu'il perdait pied, qu'il perdait le contact avec la réalité. Ils disaient que c'était pour ça qu'il ne leur avait rien laissé, pourquoi il ne voulait pas de visiteurs, pourquoi je ne devais pas le déranger avec ma présence. Mensonge après mensonge après mensonge. Les documents montrent la vérité, il les a suppliés de me laisser lui rendre visite. Suppliés. Ma mère a intercepté les lettres qu'il a écrites. Le dossier contient des copies numérisées, des lettres que je n'ai jamais vues. L'une dit, « Ma douce petite, tu me manques chaque jour. Il ne me laisse pas te voir. Je ne sais pas pourquoi, mais s'il te plaît, souviens-toi que je t'aime plus que la vie elle-même. » Une larme tombe sur la page avant que je puisse l'arrêter. Ma vision se brouille. Je serre le dossier comme si c'était la seule chose solide dans la pièce. Je n'ai jamais reçu aucune de celles-ci, je murmure, ma voix se brisant. Je sais, dit doucement Étienne. Votre grand-père soupçonnait qu'il les interceptait. Je tourne une autre page. Une déclaration légale que Henri a déposée après un incident il y a 8 ans, si quelque chose m'arrive soudainement, enquêtez d'abord sur Richard et Hélène Lefebvre. Voir les noms de mes parents en encre noire sous les mots coercition suspectée et manipulation financière me tord l'estomac. Mon grand-père savait. Il savait de quoi ils étaient capables, savait ce qu'ils lui avaient fait et ce qu'ils finiraient par me faire. Je prends la lettre qui m'est adressée. Mes doigts tremblent en la dépliant. Malena, si tu lis ceci, cela signifie qu'ils t'ont mise de côté. J'espérais que cela n'arriverait pas, mais je le craignais. Ils valorisent le contrôle par-dessus tout. Tu dois savoir cette vérité, aucun de leurs mots sur toi n'a jamais été réel. Tu n'as jamais été faible, tu n'as jamais été un fardeau. Tu étais la meilleure partie de cette famille. Tout ce que j'ai construit, je l'ai construit parce que je savais qu'un jour tu aurais besoin de liberté. Saisis cette chance, ma chère petite, utilise-la pour vivre la vie qu'ils ne t'ont jamais permis de rêver. Tu es mon héritage. Avec tout mon amour, Papy Henri. Je presse la lettre contre ma poitrine. Un sanglot m'échappe, brut et douloureux. Pendant des années, j'ai pensé qu'il m'avait oublié. J'ai pensé que je ne valais pas la peine qu'on se souvienne de moi. J'avais tort. Mes parents se sont assurés que je croyais être oubliable. Ils m'ont gardée petite, silencieuse, obéissante. Ils ont façonné tout mon sens de moi-même autour du mensonge que j'étais indésirable. Mais ici, dans ce dossier, se trouve la preuve du contraire. La preuve que la seule personne qui m'ait jamais vu clairement m'a tout laissé parce qu'il croyait que je méritais mieux. Pourquoi moi, je murmure à nouveau. Pourquoi pas mon père? Pourquoi pas mon frère? Étienne me regarde avec un niveau de sympathie qui semble presque paternel. Parce qu'il vous faisait confiance. Parce qu'il a vu leurs intentions bien avant que vous ne le puissiez. Et parce que vous étiez la seule personne qui se souciait de lui sans rien vouloir en retour. J'avale difficilement. Les souvenirs m'inondent, assise dans le jardin de mon grand-père pendant qu'il me racontait des histoires, tandis que mes parents le rejetaient comme étant démodé ou sans importance. Je n'ai jamais compris pourquoi il me regardait toujours avec une telle tristesse, une telle connaissance. Maintenant, je comprends. Je tourne une autre page. Plus de preuves, plus de mensonges démêlés, plus de vérités révélées. Mon père a essayé d'obtenir une procuration sur Henri quand il a été hospitalisé une fois, le médecin a refusé de signer la déclaration de compétence. Ma mère a fait pression sur Henri pour qu'il investisse dans des plans familiaux impliquant l'entreprise ratée de mon frère, et quand Henri a refusé, ils ont coupé les ponts. Pas parce qu'ils se souciaient de sa santé, mais parce qu'ils étaient furieux qu'il ne leur cède pas le contrôle. Mon souffle tremble alors que je ferme le dossier.
Qu'est-ce qui se passe maintenant, je demande. Étienne croise les doigts. Maintenant, mademoiselle Lefebvre, vous décidez de ce que vous voulez. Mais avant toute chose, il y a un dernier document que votre grand-père a laissé. Il requiert votre autorisation pour y accéder. Il place un petit scanner biométrique sur le bureau, à côté d'une clé USB cryptée. Ceci contient toute la vérité sur votre famille, dit-il doucement, et les instructions de votre grand-père pour votre avenir. Des instructions. Mon cœur bat la chamade. La pièce semble trop calme. Êtes-vous prête? Demande-t-il. Le suis-je? Mes parents m'ont jeté comme un déchet. Ils se sont assurés que je n'avais rien, pas d'argent, pas de vêtements, pas de maison, pas d'estime de soi. Et pourtant, l'homme qu'ils ont rejeté comme sénile et sans valeur a bâti un empire et m'en a laissé chaque morceau. Je ne sais pas si je suis prête, mais je sais que je dois l'être. Je pose mon pouce sur le scanner. La lumière devient verte. La clé cryptée commence à se déverrouiller, chargeant des fichiers ligne par ligne. Étienne regarde l'écran, son expression se crispant. Il y a autre chose, murmure-t-il, presque pour lui-même. Quelque chose que votre grand-père ne voulait que personne ne trouve. Jusqu'à maintenant. Le dernier fichier se charge. Étienne expire, tourne le moniteur vers moi et dit « Mademoiselle Lefebvre, vous devez voir ça ». Les fichiers cryptés se chargent ligne par ligne, le curseur clignotant comme le pouls sur un moniteur cardiaque, régulier et sans hâte, tandis que mon propre cœur bat assez fort pour couvrir le léger bourdonnement du bureau d'Étienne. J'essaie de respirer normalement, mais chaque souffle semble se coincer dans ma poitrine. Quand l'écran cesse enfin de clignoter, Étienne incline le moniteur vers moi. « Mademoiselle Lefebvre, dit-il doucement, votre grand-père voulait que vous voyiez ceci s'il craignait un jour que vos parents ne vous fassent du mal, financièrement, émotionnellement ou autrement. » Le premier fichier s'ouvre automatiquement. Un titre s'étire en caractères gras, pour les yeux de Léna seulement, un dossier complet des actions de vos parents. Mon estomac se noue. Je pose mes mains sur mes genoux pour qu'elles ne tremblent pas visiblement, mais je ne pense pas que ça aide. Je clique sur la première entrée. Une chronologie apparaît, 10 ans de date, 10 ans de rapports, de mai, de transcriptions et de déclarations notariées soigneusement documentées, chaque entrée écrite ou signée par mon grand-père. Ma gorge se serre lentement, comme si quelqu'un l'étranglait. La première note commence, mon fils et sa femme ont commencé à tenter de contrôler mes décisions financières. Je cligne des yeux, la lisant 2 fois. Mes parents ont toujours prétendu qu'il était distrait, qu'il perdait le contact avec le monde. Il perd la tête, disait ma mère en secouant la tête avec une pitié exagérée. Mon père le qualifiait d'instable et disait que je devais arrêter de lui rendre visite parce que ça le stressait. Mais le ton de cette note est stable, clair, précis. Rien n'y est confus. Je fais défiler. Une autre entrée apparaît, celle-ci avec une évaluation médicale numérisée, le patient est pleinement compétent. Aucun signe de démence ou de déficience cognitive. Recommandation de maintien à domicile avec des contrôles médicaux réguliers. J'ai l'impression de tomber à travers la chaise. Chaque histoire que mes parents m'ont racontée s'effondre comme si elle était construite en papier de soie. Il disait qu'il ne pouvait plus gérer son argent, qu'il avait honte de me voir, qu'il ne me reconnaissait pas, qu'il ne voulait pas de visiteurs. Que des mensonges. La série de fichiers suivante contient des lettres écrites de l'écriture familière en boucle de mon grand-père, chacune m'étant adressée, chacune datée d'une période où mes parents me disaient qu'ils ne voulaient voir personne. Mon souffle se coupe. Il y en a des dizaines. Je clique sur la première, ma très chère Léna, je t'ai écrit 2 fois sans réponse. Je suppose que tes parents ne te donnent pas mes lettres. Un son m'échappe, mi-halètement, mi-bruit blessé, le genre de son que je ne savais même pas que je pouvais faire. Je me sens à nouveau comme à 10 ans, assise sur mon lit d'enfant, me demandant pourquoi j'avais si peu d'importance. Je clique sur une autre, je leur ai encore demandé aujourd'hui si tu pouvais venir me voir. Ils ont dit que tu étais trop occupé. J'espère que tu sais que je laisserais tout tomber pour te voir si je le pouvais. Une larme tombe sur le bureau. Je l'essuie rapidement, embarrassé, mais Étienne reste respectueusement silencieux, comme s'il avait vu le deuil prendre de nombreuses formes et comprenait celle-ci. Un autre document se charge automatiquement, cette fois-ci pas une lettre mais une transcription, compte rendu de réunion, Banque nationale patrimoniale. Présent, Henri Lefebvre, gestionnaire de patrimoine, initiale H, responsable de la conformité. La voix de mon grand-père se fait faiblement entendre dans le fichier audio,
tremblante uniquement à cause de l'âge, pas de la confusion, mon fils et ma belle-fille ont tenté de me faire déclarer mentalement inapte aujourd'hui. Ils ont apporté des papiers qu'ils voulaient que je signe. J'ai refusé. J'arrête l'audio, les mains tremblant plus fort. Mes parents ont essayé de prendre ses finances, de le contrôler. Ils m'ont fait la même chose, de toutes les manières qui ne nécessitaient pas une signature bancaire. C'était quand, je murmure. Étienne clique sur la date. Il y a 9 ans. L'année où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. L'année où ils m'ont interdit de lui rendre visite pour son propre bien. Ce n'était pas pour son bien, c'était parce qu'il se tenait entre eux et l'accès à son argent. Je fais défiler à nouveau. Plus de documents, plus de preuves. Une note du médecin, les enfants adultes semblent motivés par un gain financier, et non par une préoccupation pour le bien-être du patient. Recommandation de renforcer les barrières légales. Mon pouls est si fort qu'il martèle dans mes oreilles. Étienne bouge légèrement sur sa chaise. Votre grand-père a été très clair sur le fait que vous étiez la seule personne en qui il avait confiance. J'avale difficilement. Pourquoi ne m'a-t-il rien dit de tout ça? Pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Il a essayé, dit doucement Étienne. Vos parents ont coupé tous les canaux de communication. Je ferme les yeux. Ils ne l'ont pas seulement isolé, lui. Ils m'ont isolé de lui. De la seule personne qui m'aimait vraiment. Je passe à la section suivante, intitulée Tentative de prise de contrôle financier, dossier d'incident. À l'intérieur se trouvent des copies numérisées de relevés bancaires, d'avis juridiques et un rapport formel déposé par mon grand-père. Ils ont essayé d'obtenir le contrôle total de ses actifs en prétendant qu'il était inapte. Ils ont exigé que la banque leur libère ses comptes. Ils ont même essayé de transférer de l'argent dans une fiducie familiale gérée par eux-mêmes en tant que bénéficiaires principaux. Mon estomac se retourne en lisant la note que mon grand-père a ajoutée sous le rapport, « Protégez Léna de si quelque chose m'arrive ». Les mots me brûlent. Je continue de faire défiler. Un autre groupe de documents révèle comment mes parents ont commencé à le dépeindre comme instable à leurs amis, voisins, à la communauté, empoisonnant la réputation de la seule personne qui voyait clair en eux. Des emails entre ma mère et mon père apparaissent, ceux que je n'étais jamais censé voir. Des phrases me sautent aux yeux comme du venin, il doit nous donner le contrôle, ou il gaspillera tout en bêtises. Nous méritons l'accès après tout ce que nous avons fait. Si Léna continue de lui rendre visite, il pourrait lui laisser quelque chose. Tout, enfin, douloureusement, horriblement, prend sens. Le changement soudain de leurs règles, la culpabilisation, la froideur, les moments où ils oubliaient de me dire qu'il avait appelé, la pression pour que je m'éloigne de lui. Ils l'ont fait parce qu'ils m'aimaient et parce qu'ils détestaient ça. Ma gorge me pique. Je fais défiler à nouveau. Cette fois, une carte apparaît, une vue aérienne avec des marques rouges, des cercles, des flèches dessinées à la main. À côté, une étiquette dactylographiée, propriété à transférer à Léna sous fiducie de protection. Il y a 10 marqueurs. 10, pas seulement de l'argent, pas seulement des actions. Des terres, des bâtiments loués, une participation dans une société de robotique. Il a construit quelque chose de massif et l'a caché aux personnes même qui voulaient l'exploiter. J'ouvre le dernier document du dossier. Une note manuscrite à l'encre faible et tremblante, ma chérie Léna, si tu lis ceci, alors ce que je craignais est arrivé. Ils t'ont fait ce qu'ils ont essayé de me faire. Ne les laisse pas revenir dans ta vie. Ils ne feront que prendre et prendre et prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Utilise ce que je t'ai laissé pour te construire une vie de ton choix. Tu as toujours mérité plus que ce qu'ils t'ont jamais donné. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger davantage, mais j'ai tout préparé pour que, lorsqu'ils montreraient leur vrai visage, tu saches enfin qui tu es vraiment. Pas leur enfant, pas leur fardeau, pas leur échec. Mon héritage. Henri. Je tremble si fort que j'ai du mal à tenir la lettre. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais indésirable, une déception, un problème, un fardeau trop lourd à tolérer pour mes parents. Mais rien de tout cela n'était vrai. Ils ne me repoussaient pas parce que je n'étais pas aimable, ils me repoussaient parce qu'ils étaient terrifiés par ce que je pourrais hériter, à la fois financièrement et émotionnellement. Ce que je pourrais savoir. Qui je pourrais devenir. La porte derrière moi clique doucement alors qu'Étienne se lève. Il y a une dernière étape, dit-il, la voix toujours douce. Votre grand-père a créé plusieurs couches de protection. Pour accéder au coffre-fort scellé contenant le reste de ses instructions légales,
financière et personnelle, nous avons besoin de votre autorisation biométrique. Ma tête tourne. Il y en a plus? Oui, dit-il. Beaucoup plus. Je regarde la carte noire sur le bureau, son poids étrange, la façon dont elle vibre de quelque chose comme un souvenir. Toute ma vie, j'ai cru à l'histoire que mes parents m'ont servi. Aujourd'hui, cette histoire se termine et la vraie commence. Je me redresse sur ma chaise, essuyant mes larmes du revers de la main. Montrez-moi ce qu'il a laissé, dis-je. Étienne hoche la tête et allume le scanner biométrique. L'avenir brille sur l'écran, attendant que je le réclame. Léna est sortie de la banque, le dossier rouge confidentiel serré contre sa poitrine, les flocons de neige fondant contre le tissu fin de son pull. Le froid ne s'enregistrait à peine, son esprit était trop plein, trop bruyant, éclatant de tout ce qu'elle venait d'apprendre. 63 millions d'euros, des propriétés, des investissements, des lettres que ses parents avaient volées, une vie de vérité enfouie sous des années de mensonges. Son monde entier s'était brisé à l'intérieur d'un bureau en marbre aux accessoires en laiton et à l'éclairage doux. Elle se sentait tremblante, électrisée, légère de la pire et de la meilleure des manières. Elle a atteint sa vieille voiture, s'est glissée sur le siège du conducteur et n'a pas démarré le moteur. Elle est juste restée assise là, agrippant le volant, le front contre le cuir. Le parking autour d'elle s'est brouillé à travers le givre qui se formait sur les vitres. Pendant un instant, elle a fermé les yeux et a simplement respiré. Elle n'était pas brisée. Elle n'était pas sans valeur. Elle n'était pas ce que ses parents disaient qu'elle était. Elle en avait la preuve. Mais avec cette preuve venait une nouvelle terreur, et maintenant? La carte noire reposait dans sa poche, chaude de son contact. Elle l'a sortie, passant son pouce le long des chiffres dorés gravés. Son grand-père avait su. Il s'était préparé à cela. Il s'y était attendu. Et cette pensée la réconfortait et lui brisait le cœur à la fois. 10 minutes passèrent, peut-être 20. Finalement, elle se força à se redresser, s'essuyant le visage. Elle n'allait pas s'effondrer sur un parking de banque, pas maintenant qu'elle avait enfin quelque chose qui ressemblait à du pouvoir. Son téléphone vibra soudainement. Numéro inconnu. Nous devons parler. Son estomac se tordit. Elle le bloqua avant que la peur ne puisse prendre racine. Elle tourna la clé et conduisit. Plus elle s'éloignait de la banque, plus tout semblait surréaliste. C'était comme si elle flottait au-dessus d'elle-même, observant une version d'elle qu'elle reconnaissait à peine. La Léna qui avait conduit à la brasserie la nuit dernière était sans abri, désespérée, tremblante de froid. La Léna qui quittait la Banque nationale patrimoniale était tout autre. Pas riche, pas encore, pas émotionnellement, mais plus quelqu'un que ses parents pouvaient écraser. Finalement, elle se gara sur le parking d'un petit café qu'elle fréquentait à l'université. Des lumières chaudes, des vitres embuées, l'odeur persistante de cannelle et de café torréfié s'échappant de la porte entr'ouverte chaque fois qu'un client entrait. Elle avait besoin de s'asseoir, de réfléchir, de respirer comme un être humain et non comme une créature fuyant les décombres de sa propre vie. À l'intérieur, un sapin de Noël brillait dans le coin, décoré d'ornements dépareillés fabriqués par des écoliers locaux. Un couple de septuagénaires était assis près de la fenêtre, riant doucement de quelque chose dans le journal. Un barista fredonnait une playlist de Noël. Normal. Tout semblait si douloureusement normal. Léna se glissa dans une banquette, ses mains tremblant toujours alors qu'elle ouvrait le dossier rouge. Les documents à l'intérieur étaient organisés, nets, préparés par quelqu'un qui l'aimait assez pour planifier un avenir dont elle ne savait pas avoir besoin. Mais ce n'était pas tout. Étienne avait mentionné une autre réunion, quelqu'un d'autre. Elle vérifia son téléphone. Un message vocal de la banque. Mademoiselle Lefebvre, ici Étienne. Avant de quitter la ville aujourd'hui, veuillez retourner à l'agence. Nous devons compléter les divulgations de la succession avec notre spécialiste principal. C'est important. Elle ferma les yeux, expirant d'une voix tremblante. Important était un euphémisme. 20 minutes plus tard, elle était de retour dans le hall en marbre, la neige fondant de ses bottes. Étienne la rejoignit immédiatement, son expression plus sérieuse qu'auparavant. Il la présenta à une femme aux cheveux argentés, aux yeux chauds et à la voix de chêne solide. Mademoiselle Lefebvre, la salua-t-elle en lui tendant la main, je suis Marjorie Leclerc. J'ai géré les comptes de votre grand-père pendant 22 ans. Léna cligna des yeux. Vous le connaissiez bien. Le regard de Marjorie s'adoucit.
Il était l'un des clients les plus attentionnés que j'ai jamais eus. Il parlait constamment de vous. Les mots la frappèrent si fort que Lena faillit oublier de respirer. Marjorie les conduisit à une salle de conférence privée. Des papiers étaient déjà étalés sur la table, des cartes de propriété, des rapports d'évaluation, des notes juridiques, des résumés d'investissement, et une autre boîte, plus petite, verrouillée. Ceci, dit Marjorie en touchant doucement le couvercle, nous a été confié pour vous. Mais il nécessitait 2 formes d'autorisation, une de vous, une de votre grand-père. Mon grand-père est décédé, murmura Lena. Marjorie hocha la tête. Il a fourni une vidéo d'autorisation préenregistrée. Nous utiliserons votre identifiant biométrique pour compléter la vérification. Lena fixa la boîte, la poitrine serrée. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une intention, un héritage, une protection. De l'amour. Êtes-vous prête? Demanda Marjorie. Lena hocha la tête, même si elle n'était pas prête du tout. Le scanner bipa, une lumière verte clignota, le verrou cliqua. Quand Marjorie souleva le couvercle, Lena sentit l'air vibrer. À l'intérieur se trouvaient des clés, des dizaines, chacune étiquetée d'une écriture soignée, un numéro d'entrepôt, l'adresse d'une ferme qu'elle ne reconnaissait pas, un bâtiment commercial, quelque chose étiqueté et terrain Lefebvre, ne pas vendre, et une enveloppe scellée avec des logos d'entreprise. Elle traça du doigt, incrédule. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le portefeuille caché de votre grand-père, expliqua Marjorie. Il ne faisait pas confiance à vos parents pour le connaître. Il ne faisait confiance à personne d'autre qu'à vous. Lena sentit sa gorge se serrer. Mais ils ont toujours dit qu'il était fauché. Ils m'ont toujours dit qu'il avait tout mal géré. Marjorie soupira doucement. Vos parents ont tenté de prendre le contrôle de sa succession il y a 10 ans. Quand ils ont échoué, ils se sont tournés vers la désinformation. La désinformation. Un mot poli pour mensonge. Lena plongea la main dans la boîte, sortant une enveloppe étiquetée « Partenariat Atlas Robotique ». Elle cligna des yeux en la regardant. « J'ai entendu parler de cette entreprise », murmura-t-elle. « Elle vaut plusieurs milliards maintenant », dit Marjorie. « Votre grand-père était l'un des investisseurs privés originaux. Il les a sauvés de la faillite à la fin des années 80. La pièce bascula. Il n'a jamais vendu ses actions? Non. Il vous a laissé la totalité de sa participation. Lena n'avait pas de mots. Aucun. Son grand-père n'était pas seulement financièrement à l'aise, il était brillant, stratégique, tranquillement puissant d'une manière que ses parents n'avaient jamais comprise. Nous estimons que vos avoirs totaux dépassent ce que vous avez vu sur l'écran initial, continua Marjorie prudemment, d'une marge significative. À quel point significative, murmura Lena. La voix d'Étienne s'abaissa. 8 chiffres, peut-être 9, selon la liquidation des actifs. Un rire lui échappa, pas un rire heureux. Un son surpris, brisé, stupéfait. Mes parents m'ont jeté dehors avec un sac poubelle. Aucun des 2 banquiers ne répondit. Ils n'en avaient pas besoin. Lena pressa ses paumes contre son visage, respirant à travers les tremblements dans sa poitrine. Les derniers mots de ses parents résonnaient encore dans son crâne, inutiles, faibles, sans valeur. Mais pendant tout ce temps, la vérité était le contraire. Son grand-père avait cru qu'elle valait tout. Quand elle baissa les mains, Marjorie sortit un autre document, fin, délicat, important. Avant son décès, dit-elle, votre grand-père a déposé une clause de protection. Dans le cas où vos parents, ou toute partie agissant en leur nom, tenterait de saisir votre héritage, nous avons reçu l'instruction d'alerter immédiatement un conseiller juridique et de mettre en place des mesures de sécurité sur votre accès. Un conseiller juridique, répéta Lena. Oui. Votre grand-père a engagé une avocate spécifiquement pour vos intérêts futurs. Viviane Rousseau, l'une des meilleures de l'État. Lena cligna des yeux. Pourquoi aurais-je besoin? La question s'interrompit car elle comprit soudain. Ses parents. Ils essayaient toujours de prendre le contrôle de choses qui n'étaient pas les leurs, même quand elle était enfant, même si cela signifiait blesser quelqu'un. Son grand-père avait su qu'il pourrait un jour tourner cette cupidité vers elle. Il s'était préparé à une guerre dont elle ne savait pas qu'elle vivait. Étienne fit glisser une élégante carte de visite noire sur la table. Viviane Rousseau, ESQ. Protection de l'héritage et litige sur actifs à haut risque. Lena la ramassa, la carte plus lourde qu'il n'y paraissait. Appelez-la, dit doucement Marjorie.
Elle vous guidera à travers les prochaines étapes. Les prochaines étapes, répéta faiblement Léna. Il y a d'autres étapes? Étienne hocha la tête, son regard fixe. Vos parents tenteront probablement quelque chose une fois qu'ils réaliseront qu'ils ne vous contrôlent plus. Surtout s'ils apprennent un jour l'existence de ce conte. Un frisson lui parcourut la peau. Vous ne pensez pas qu'ils soupçonnent déjà quelque chose? Je pense, dit Étienne avec soin, que votre arrivée à la banque pourrait déclencher un mouvement de leur part. Son téléphone vibra dans sa poche. Numéro inconnu. On a entendu que tu es passé à la banque. Appelle-nous maintenant. Son sang se glaça. L'expression d'Étienne se durcit. Mademoiselle Lefebvre, ne leur parlez pas. Ni directement, ni par intermédiaire. Pas du tout. Léna déglutit. Que dois-je dire s'il me recontacte? Marjorie répondit calmement, vous ne dites rien. Léna ferma doucement le dossier. Elle ne se sentait plus impuissante. Terrifiée, oui. Accablée, absolument. Mais impuissante, non. Son grand-père lui avait donné un chemin pour sortir de la vie dans laquelle ses parents avaient essayé de la piéger. Il avait exposé la vérité, brique par brique, pour qu'elle la suive. Elle se leva. Prenez le rendez-vous, dit-elle en serrant la carte de Viviane. Je suis prête. Étienne hocha la tête une fois, d'un air approbateur. Et alors que Léna sortait de la banque sous la neige tombante, le monde ne semblait plus si impossible. Dur, oui. Dangereux, absolument. Mais elle avait enfin quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, sa vie, sa liberté, son avenir. Et elle n'allait rien céder. Je suis assise dans ma voiture devant le café, la carte de visite de Viviane encore chaude dans ma main, le monde tournant en cercle lent autour de moi. Le dossier sur le siège passager contient plus de vérité que je n'en ai jamais eu dans toute ma vie, et pourtant, tout ce à quoi je peux penser, c'est au vide que je ressens. Pas d'espoir, mais d'énergie, de souffle, de force. Mon corps a l'impression de fonctionner sur les vapeurs après 2 nuits de peur et sans sommeil. Je me dis de bouger, de me lever, de sortir de la voiture et de boire quelque chose de sucré, mais mes membres sont lourds et peu coopératifs. Quand j'ouvre enfin la portière, mes jambes vacillent. Je sors sur le trottoir et l'air froid vole ce qui reste de mon équilibre. Ma vision se rétrécit, le monde bascule sur le côté. J'entends une cloche de porte derrière moi et, avant que je puisse me préparer, tout s'effondre. Une paire de mains attrape mes bras avant que je ne touche le sol. Doucement. Ça va? La voix est profonde, stable et étonnamment calme. Je cligne des yeux et vois un homme aux yeux bruns chaleureux, un manteau sombre, un badge de médecin encore accroché à sa poche comme s'il venait de sortir d'un service à l'hôpital. Son regard est concentré, évaluateur, d'une manière effroyablement confiante. Ça va, je mens. Non, ça ne va pas, répond-il, m'aidant à me diriger vers une banquette à l'intérieur du café. Vous avez failli vous évanouir. Il fait signe au barista sans quitter mon regard. De l'eau et un jus d'orange, s'il vous plaît. Je m'enfonce dans le siège, embarrassé, étourdi, mon cœur martelant contre mes côtes. Il se glisse dans la banquette en face de moi, observant attentivement. Je m'appelle Marc, dit-il doucement. Docteur Marc Hale, cardiologue. Vous êtes sûr que ça va? Je hoche la tête, même si mes mains tremblent. Juste fatigué. Il s'est passé beaucoup de choses. Son front se plisse. Il ne pose pas de questions immédiatement, il attend simplement, me laissant respirer. Il y a quelque chose de désarmant chez lui, pas réconfortant exactement, mais ancrant, comme s'il avait l'habitude de calmer les gens au bord de la crise de nerfs. Les boissons arrivent. Je prends une gorgée du jus d'orange, le sucre frappant mon système sanguin comme un choc. Merci, je murmure. Marc hoche la tête. Avez-vous quelqu'un que vous pouvez appeler? Un ami, de la famille? Un rire amer m'échappe. Pas de la famille. Il n'insiste pas, quelqu'un d'autre alors? Je secoue la tête, la gorge serrée. Peut-être que c'est l'épuisement, peut-être que c'est le fait que, pour une fois, quelqu'un demande si j'ai du soutien au lieu de me dire que je suis un fardeau. Il se penche légèrement en avant. Écoutez, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais vous ressemblez à quelqu'un qui n'a ni mangé ni dormi depuis trop longtemps, et vous tremblez comme si vous aviez froid. J'ai dormi dans ma voiture la nuit dernière, j'admets doucement.
Son expression s'adoucit avec quelque chose qui ressemble à de la tristesse. Alors laissez-moi poser une autre question. Êtes-vous en sécurité maintenant? Le calme dans sa voix me prend au dépourvu, car le suis-je? Je n'en suis plus sûr. Je pensais que mon nouvel appartement serait un nouveau départ. Puis j'ai pensé qu'être jeté hors de la maison de mes parents serait la pire chose qui pourrait arriver. Puis j'ai découvert que tout ce que je savais sur mon grand-père était un mensonge. Maintenant, la vérité pèse lourd dans mon sac, et le danger semble proche, trop proche. Je ne sais pas, je murmure. Marc n'a pas l'air choqué, comme le seraient certaines personnes. Il hoche simplement la tête une fois, comme pour confirmer un diagnostic qu'il soupçonnait déjà. D'accord. Dites-moi ce dont vous avez besoin. La question dénoue quelque chose en moi. Personne ne m'a jamais demandé ça. Pas mes parents, pas mon frère, pas personne qui était censé s'en soucier. J'ai besoin, ma gorge se serre, j'ai besoin d'un endroit pour réfléchir. J'ai besoin de déterminer mes prochaines étapes. Alors commençons par vous réchauffer et vous nourrir, dit-il. Tout le reste peut venir après. Il fait signe pour un menu, même si je n'en ai pas demandé. J'essaie de protester, mais il lève la main. Je ne fais pas ça par pitié, dit-il doucement. Vous venez de vous effondrer. Laissez un médecin s'inquiéter pour vous pendant 10 minutes. Je hoche la tête, car argumenter semble impossible. Alors que je sirote le jus d'orange, Marc m'étudie avec une attention silencieuse qui ressemble plus à une couverture qu'à un interrogatoire. Vous avez l'air de quelqu'un qui porte trop de choses toute seule, murmure-t-il. J'avale difficilement. Mes parents m'ont mise à la porte hier soir. Son visage change, la colère vacillant brièvement avant qu'il ne la maîtrise. Je suis désolé, dit-il doucement. Personne ne mérite ça. La simplicité de la déclaration me fait piquer les yeux, car c'est ce que j'avais besoin d'entendre la nuit dernière. Que je ne le méritais pas. Pas le silence, pas la froideur, pas le son du verrou qui se met en place pendant que la neige trempait mes chaussettes. Je prends une autre inspiration tremblante. Ils ont jeté un sac poubelle et ont dit que je pouvais prendre tout ce qui y tenait. Ce n'était même pas mes affaires. Marc expire brusquement par le nez. C'est cruel. Il n'édulcore pas, il ne leur trouve pas d'excuses, il ne dit pas qu'ils étaient stressés ou émotifs. Il appelle ça ce que c'est, cruel. Et, d'une manière ou d'une autre, entendre quelqu'un d'autre le nommer fait que la vérité s'ancre plus profondément dans mes os. Quand la nourriture arrive, des œufs brouillés et du pain grillé, mes mains tremblent à nouveau. Marc le remarque. Mangez lentement, dit-il. Votre glycémie a chuté. Je hoche la tête et prends une bouchée. La chaleur se propage dans ma poitrine, dégelant quelque chose que je ne réalisais pas avoir gelé. Avez-vous un endroit où rester ce soir? Demande-t-il une fois que j'ai assez mangé pour me sentir à nouveau humaine. Je trouverai quelque chose, je marmonne, même si je n'ai aucune idée d'où j'irai. Il soupire doucement, pas frustré, plutôt inquiet. Je sais que vous ne me connaissez pas et je ne demande pas de détails que vous n'êtes pas prête à partager. Mais si vous avez besoin d'un endroit sûr, le hall de l'hôpital est ouvert 24h24 et 7h7. La sécurité est toujours présente. Vous ne serez pas seul. Je lève les yeux vers lui, surprise. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi? Il sourit doucement, mais c'est un sourire triste. Parce qu'il y a 5 ans, quelqu'un a dû être gentil avec moi quand mon monde s'est effondré, et ça m'a sauvé la vie. Son deuil est silencieux mais indéniable, une femme qu'il a aimée, partie, l'ombre d'elle encore assise à côté de lui dans la banquette. Je suis désolé, je murmure. Moi aussi, dit-il doucement. Mais la gentillesse ne doit pas s'arrêter avec les personnes que nous perdons. Le silence s'installe entre nous, pas gênant, pas lourd, juste réel. Quand je finis de manger, je rassemble mes affaires pour partir, mais Marc m'arrête avec un contact doux sur ma manche. Attendez. Il sort un stylo de la poche de son manteau et écrit quelque chose sur une serviette. Son écriture est stable, soignée. Si quelque chose arrive, si vous vous sentez en danger ou à nouveau étourdi, ou si vous avez juste besoin de quelqu'un pour prendre de vos nouvelles, appelez-moi. Sans pression, sans attente. Je fixe la serviette. Son nom et son numéro semblent irréels. Je ne veux entraîner personne dans mes problèmes, je murmure. Il se lève en même temps que moi, ajustant son manteau. Léna, parfois la vie nous jette dans des tempêtes que nous n'avons pas demandées.
Laissez quelqu'un se tenir à vos côtés, ce n'est pas l'entraîner, c'est survivre. Ma gorge se serre à nouveau. Je glisse la serviette dans ma poche, à côté de la carte noire de mon grand-père. Merci, je respire. Il me tient la porte. Prenez soin de vous. Et s'il vous plaît, soyez prudente. Je hoche la tête et sors dans le froid. Des flocons de neige tourbillonnent autour de moi alors que je retourne à ma voiture. La chaleur du café s'estompe derrière moi, mais autre chose demeure, une stabilité que je n'avais pas auparavant. Quand j'atteins le siège du conducteur, mon téléphone vibre à nouveau. Un message vocal de Viviane Rousseau. Mon rendez-vous juridique est fixé pour demain. Urgent, a-t-elle dit. Venez en avance. Sur la banquette arrière, je vois le dossier rouge, la vérité sur mes parents, mon grand-père, mon héritage, ma vie. Pour la première fois depuis des années, je sens la plus faible étincelle de force en moi. Je ne suis plus seul. Peut-être pour la première fois de ma vie. Et ça change tout. La première chose que je vois en me réveillant, c'est la notification lumineuse sur l'écran de mon téléphone éteint, 5 appels manqués, 3 messages vocaux, 2 emails d'adresse que je ne reconnais pas. Pendant une seconde de bonheur, j'oublie tout, mes parents, les documents du tribunal que Viviane a préparés, la vérité sur l'héritage. Mais ensuite, l'effroi glisse le long de ma colonne vertébrale comme de l'eau glacée. Je rallume le téléphone. Les messages se chargent lentement. Email inconnu, tu as volé quelque chose qui nous appartient. Appelle immédiatement. Email inconnu numéro 2, nous savons ce que ton grand-père t'a laissé. Tu ne peux pas te cacher de ta propre famille. Mon souffle se coupe. Mes paumes deviennent moites. Ils savent. D'une manière ou d'une autre, ils savent. Je transfère tout à Viviane avec des doigts tremblants. Elle répond presque instantanément, bloquez tous les contacts inconnus. Ne répondez pas. C'est une escalade. Je fixe le téléphone, la bile montant dans ma gorge. Ils ne demandent pas si je suis en sécurité. Ils ne sont pas choqués que je sois sans abri. Ils ne s'excusent pas. Ils exigent, accusent, menacent. Mes parents n'ont pas perdu une fille, ils ont perdu le contrôle. Mes mains tremblent alors que j'enfile des vêtements et saisis le dossier par terre. Chaque pas semble instable, comme si je marchais dans une tempête que je comprends à peine. Avant de quitter la chambre d'hôtel, mon téléphone vibre à nouveau. Numéro inconnu, tu regretteras de ne pas coopérer. Mon estomac se tord. Je le bloque instantanément et me précipite dehors. Le froid me gifle le visage alors que je me hâte vers ma voiture, les yeux balayant le parking. Et c'est là que je la vois à nouveau, la berline grise, la même qu'hier. Même vitre teintée, même présence lente et prédatrice. Elle est garée à 2 rangées de là, moteur au ralenti, l'échappement fantomatique dans l'air d'hiver. Mon pouls s'emballe. Je me réfugie dans ma voiture et verrouille les portes. J'essaie de ne pas regarder, mais mes yeux y retournent quand même. La berline ne bouge pas, ne s'en va pas. Elle attend simplement. Je respire à travers ma panique assez longtemps pour appeler Viviane. Elle répond à la 2e sonnerie. Racontez-moi tout. Je décris les appels, les emails, la voiture. Vos parents ont engagé quelqu'un, dit-elle sèchement. C'est un détective privé. Il vous suit. Documentez tout, nous pourrons l'utiliser au tribunal. J'agrippe plus fort le volant. Pourquoi enverrait-il quelqu'un après moi? Parce qu'ils sont désespérés, répond Viviane. Ils ont voulu contrôler la succession de votre grand-père pendant des années. Maintenant ils savent que vous êtes hors de leur portée. Que dois-je faire, je murmure. Vous me rejoignez au bureau, dit-elle. Aujourd'hui. Apportez tout. Je sors du parking et essaie d'avaler ma peur, mais ma poitrine ne se desserre pas. À chaque virage, je vérifie le rétroviseur. Chaque fois que je ralentis, la berline ralentit aussi. Mes mains tremblent si violemment que je manque presque ma sortie. Mon téléphone vibre à nouveau. Marc. Et, ça va? Tu avais l'air tendu hier. J'expire un souffle tremblant et tape une réponse avec des doigts raides, je crois qu'on me suit. Il appelle immédiatement. Léna, où es-tu? Es-tu en sécurité? Non, je murmure, parce que c'est la première fois que je l'admets à voix haute. Je ne crois pas, reste au téléphone, dit Marc. Je me dirige vers mon bureau à l'hôpital. Dis-moi exactement où tu es.
Je suis sa voix, stable et calme, jusqu'à ce que j'arrive enfin sur le parking de son hôpital. La berline tourne au coin de la rue mais n'entre pas. Elle attend de l'autre côté de la rue. Marc me rejoint à l'entrée. Dès qu'il voit mon visage, il s'approche, baissant la voix. Encore cette voiture? Je hoche la tête. Elle me suit depuis ce matin. Il regarde par-dessus mon épaule et voit la berline. Sa mâchoire se crispe. Il ne se soucie pas de la subtilité. Il me fait entrer, reste à proximité pendant que je suis assise dans le hall, et ne part que lorsque je lui assure que j'appelle Viviane. Sa main frôle la mienne avant de s'éloigner. Tu ne gères pas ça seul, murmure-t-il. Plus maintenant. Ma poitrine se serre d'une manière différente, moins de peur, plus quelque chose de chaud et d'inconnu. Puis je me dirige chez Viviane. Son bureau ressemble au quartier général d'une tempête calme et contrôlée. Mur de verre, acier poli, mouvement précis. Viviane m'accueille avec une expression stable, mais dès qu'elle voit les captures d'écran, une étincelle s'allume derrière ses yeux. C'est du harcèlement, dit-elle. C'est du harcèlement criminel. C'est de l'intimidation. Nous allons répondre agressivement. Elle expose un plan comme un général dessinant des lignes de bataille, ordonnances de restriction, lettres de mise en demeure, plainte pénale. Elle appelle un consultant en sécurité qui arrive 10 minutes plus tard et examine les photos de la berline. Professionnel, dit-il. Pas un amateur. Il rend compte à quelqu'un. Mes parents, bien sûr. Ce sont eux. Ensuite, Viviane ouvre un épais classeur qu'elle préparait depuis hier. Ce matin, dit-elle, vos parents ont déposé une requête d'urgence auprès du tribunal. Mon estomac se retourne. Quel genre de requête? Ils essaient de vous faire déclarer mentalement instable et inapte à contrôler des actifs. Le monde bascule. Quoi? Je m'étouffe. Ils disent que je suis. Viviane tapote la page. Tactique prévisible. Ils tentent de construire un récit. Je fixe les mots sur la page, mon nom à côté de phrases comme tendance délirante et instabilité émotionnelle, et préoccupation pour sa prise de décision. Un frisson glacial me parcourt l'échine. Toute ma vie, je murmure, ils m'ont dit ces choses. Exactement, répond Viviane. Ils vous ont conditionné à le croire pour pouvoir l'utiliser comme une arme maintenant. Mes yeux me brûlent. Chaque souvenir avec eux devient soudain plus net, plus clair, plus sinistre. Viviane pose une main sur la mienne, ferme mais douce. Nous allons détruire cette requête. Je hoche la tête, même si ma gorge est serrée. Nous passons en revue les documents, les messages, les preuves. Chaque mensonge qu'ils ont dit, chaque menace qu'ils ont proférée. Viviane rassemble tout dans un classeur intitulé « Dossier de maltraitance L. Lefebvre ». Il est temps que vous voyiez votre vie clairement, dit-elle. Plus de brouillard. Sa confiance est une bouée dans une mer de panique. La réunion se termine avec des instructions, rester dans des lieux publics, tout documenter, éviter d'être seul la nuit. En quittant son bureau, le ciel s'assombrit. Le coucher de soleil précoce de l'hiver projette de longues ombres sur la rue. Mon souffle s'embue dans l'air froid. Je resserre mon manteau autour de moi. À mi-chemin de ma voiture, je vois un mouvement à ma droite. La berline grise, garée au coin de la rue, moteur en marche, feux éteints, observant. Je me fige, la panique me parcourant les veines. Avant que la peur ne puisse m'engloutir, une voix crie « Léna ». Je sursautais, me tournant vers le son. Marc se tient de l'autre côté du trottoir, manteau à moitié zippé, clé à la main. Je pensais passer voir, dit-il doucement. Tu n'as pas répondu à mon dernier texto. Le soulagement est si immédiat et écrasant que mes genoux manquent de flancher. Marc suit mon regard, voit la berline et s'approche. Son expression s'assombrit. C'est lui, je murmure. Celui qui me suit. Marc n'hésite pas. Il sort son téléphone et prend une photo. Puis il se place devant moi, protecteur, les épaules rigides. Tu ne la toucheras pas, dit-il à voix basse, pas assez fort pour le conducteur, mais assez fort pour que je l'entende, pour que je me sente en sécurité. La berline s'éloigne enfin, se fondant dans la circulation comme un fantôme. Je m'affaisse contre la portière de ma voiture, le cœur battant la chamade. Marc pose une main stable sur mon épaule. Tu as besoin de soutien. Et tu en as. Quoi que ce soit, tu n'y feras pas face seul.
J'avale difficilement, luttant contre les larmes. Pourquoi, je murmure. Pourquoi fais-tu ça pour moi? Il m'étudie avec une intensité tranquille. Parce que tu mérites quelqu'un dans ton coin. Et parce que je tiens à toi. Les mots brisent quelque chose en moi, quelque chose de fragile, de délicat, longtemps abandonné. Je hoche la tête, incapable de parler. Il me serre doucement l'épaule avant de reculer. Rentre chez toi, dit-il doucement. Verrouille tes portes. Envoie-moi un texto quand tu seras à l'intérieur. Si quelque chose te semble bizarre, tu m'appelles immédiatement. Je le promets. Mais quand je retourne dans ma chambre d'hôtel, il y a un colis à ma porte. Pas d'adresse de retour, pas d'étiquette, juste une boîte en carton ordinaire. Mon estomac se retourne. Je la ramasse avec 2 doigts, comme si elle pouvait exploser. À l'intérieur, il n'y a pas d'objet, juste une seule feuille de papier, tu ne peux pas te cacher. Nous récupérons ce qui nous appartient. Mes mains tremblent si fort que je manque de la laisser tomber. J'envoie la photo à Viviane. Sa réponse est immédiate, il intensifie. Nous demandons une ordonnance de restriction d'urgence demain matin. Verrouillez votre porte. N'ouvrez rien d'autre. Je m'assois sur le bord du lit, respirant par courtes rafales, la note froissée dans mon poing. Pour la première fois, je comprends quelque chose de terrifiant, mes parents ne vont pas s'arrêter. Mais moi non plus. Plus maintenant. Le marteau du juge frappe le banc avec un craquement sec qui résonne dans la salle d'audience, et soudain, chaque molécule d'air semble trop épaisse pour respirer. Je saisis le bord de la table si fort que mes doigts me font mal. Viviane se tient à côté de moi, calme et terrifiante dans son tailleur bleu marine, sa présence dégageant le genre de pouvoir contrôlé que mes parents n'ont jamais imaginé que j'aurais de mon côté. De l'autre côté de l'allée, ma mère ajuste son collier de perles d'une main tremblante tandis que mon père me fixe comme si j'étais une tache qu'il pouvait effacer du nom de la famille. Ils ont l'air plus petits que dans mes souvenirs, désespérés, acculés, et pourtant encore assez arrogants pour penser qu'ils peuvent gagner. Toutes les parties sont présentes, dit le juge, sa voix sèche comme s'il était déjà agacé. Ceci est l'audience d'urgence concernant la requête déposée par Richard et Hélène Lefebvre concernant l'aptitude mentale de leur fille, Léna Lefebvre. Mon père se redresse, lissant sa cravate. Ma mère affiche sa lèvre tremblante, prête à utiliser les larmes comme une arme. Je me prépare. Leur avocate, une femme mince aux traits acérés qui a l'air de manger des règles enfreintes au petit déjeuner, s'avance la première. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui par profonde inquiétude pour notre fille. Elle a montré un comportement de plus en plus erratique, a pris des décisions financières impulsives. C'est un mensonge, je murmure, mais Viviane me touche légèrement le bras. Attendez. Point et a récemment eu accès à des fonds mis en place par son grand-père alors qu'elle était dans un état émotionnellement instable, poursuit l'avocate. Nous craignons qu'elle ne soit manipulée par des influences extérieures et ne soit pas mentalement capable de gérer de tels actifs. Ma mère tamponne délicatement ses yeux. Faux, tout est faux. Viviane se lève, ses mouvements précis. Votre honneur, nous sommes prêts à répondre à toutes les allégations, y compris avec des preuves de harcèlement criminel, de harcèlement et de manipulation financière commis par les requérants. Le regard du juge s'aiguise. Procédez. Viviane commence avec une pile de documents. Premièrement, les rapports médicaux des médecins de Monsieur Henri Lefebvre, confirmant qu'il était pleinement compétent lorsqu'il a établi la fiducie héritage pour ma cliente. Elle les remet à l'huissier. Mes parents se raidissent. Et ensuite, poursuit Viviane, des enregistrements de sécurité de la Banque nationale patrimoniale datant d'il y a 9 ans, montrant les requérants tentant de contraindre un homme âgé à signer le contrôle de sa succession. Mon père se redresse brusquement. Ma mère allaite doucement. Leur avocate tente de s'opposer, mais le juge la fait taire d'un geste de la main. La vidéo passe sur le moniteur de la salle d'audience. Il y a mon père, le visage tordu de frustration, pointant une pile de papier. Ma mère planant derrière lui, les lèvres minces de colère. Et mon grand-père, calme mais inflexible, refusant de signer quoi que ce soit. La salle d'audience est silencieuse. Viviane continue, nous avons également une correspondance par email des requérants à diverses tierces parties, tentant de dépeindre Monsieur Lefebvre comme mentalement inapte. Ces emails contiennent des déclarations telles que, et je cite, « Il est vieux, qui va le croire ?» La mâchoire de mon père se serre. Le visage de ma mère devient pâle. Et enfin, dit Viviane en sortant une transcription imprimée,
nous avons les lettres que Monsieur Lefebvre a écrites à ma cliente, des lettres que ses parents ont interceptées et dissimulées. Elle en lit une à voix haute. La voix de mon grand-père sur le papier est comme une main sur mon cœur. Ma douce petite, tu me manques. Ils ne te laisseront pas venir. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, souviens-toi que je t'aime. Je couvre ma bouche avec ma main. L'expression du juge s'adoucit, presque imperceptiblement. Puis Viviane porte le coup qui brise tout. Il y a aussi des preuves que les requérants ont engagé un détective privé pour suivre ma cliente, y compris des images du même véhicule apparaissant devant son hôtel et la suivant à plusieurs reprises. Elle désigne à nouveau l'écran alors que des images défilent, mes propres photos de la berline grise. Mon père se précipite en avant soudainement, claquant ses mains sur la table. C'est sorti de son contexte. Le juge frappe son marteau. Un autre éclat et vous serez expulsé. La poitrine de mon père se soulève alors qu'il se rassied, les yeux brûlants de fureur. Votre honneur, dit Viviane, il est clair que les requérants ne sont pas des parents inquiets. Ce sont des individus tentant de regagner l'accès à une succession qu'ils n'ont pas réussi à saisir de la bénéficiaire légitime. L'avocate adverse se lève, mais même elle a l'air secouée. Votre honneur, nous croyons. Vous ne croyez rien qui soit étayé par des preuves, lance le juge en se frottant le front. Il jette un coup d'œil au document, puis à moi. Ses prochains mots sont comme de l'oxygène. Requête rejetée. Mon souffle s'échappe en un halètement tremblant. Le juge poursuit, la voix plus ferme maintenant, de plus, en raison du harcèlement criminel et de la tentative de coercition documentée, ce tribunal émet une ordonnance de restriction temporaire contre Richard et Hélène Lefebvre, effective immédiatement. Le visage de ma mère s'effondre. Mon père devient écarlate. Et le juge ajoute sèchement, je recommanderais que cette affaire soit examinée par des enquêteurs criminels pour des accusations potentielles. Mes parents tournent tous les deux la tête vers moi, l'indignation peinte sur leur visage. Leur avocate a l'air prête à s'enfoncer dans le sol. Viviane hoche la tête une fois, satisfaite. Merci, votre honneur. Nous sortons de la salle d'audience et je m'appuie contre le mur extérieur, tremblante. Le soulagement et la terreur se battent en moi. La menace est contenue, mais pas morte. Marc apparaît dans le couloir, comme s'il attendait ce moment. Il s'approche lentement de moi, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de me toucher. Je ne réalise que je pleure que lorsqu'il essuie une larme de ma joue. Tu l'as fait, murmure-t-il. Tu leur as tenu tête. J'ai l'impression que je vais m'effondrer, j'admets. Tu as le droit, dit-il doucement. Juste pas seul. Je laisse échapper un souffle tremblant. Ils ne vont pas s'arrêter. Non, convient-il. Mais maintenant, ils ont des conséquences qui les poursuivent. Et tu as des gens qui se tiennent entre toi et eux. Viviane sort, ses talons claquant de manière décisive. Léna, nous n'avons pas fini. Il y a encore un long processus à venir. Mais aujourd'hui tu as gagné. Et tu es en sécurité. Pour le moment. En sécurité. Un mot que je n'ai pas ressenti depuis des années. Marc prend doucement ma main. Viens, je te raccompagne à ta voiture. Nous sortons dans l'air glacial de l'hiver. La berline grise n'est nulle part en vue. Aujourd'hui, peut-être, enfin, la loi les a fait reculer dans les ombres d'où ils venaient. Mais alors que j'atteins la portière de ma voiture, mon téléphone vibre à nouveau. Un nouveau message. Pas de numéro, pas de nom. Profite de ta liberté tant que tu le peux. Mon sang se glace. Marc voit mon expression et me prend le téléphone des mains. Quand il lit le message, sa mâchoire se crispe d'une manière qui fait s'affronter la peur et le réconfort en moi. Il lève lentement les yeux. Ils n'ont pas fini, dit-il. Moi non plus, je pense. Plus maintenant. Il me rend mon téléphone. Nous le dirons à Viviane. Nous le déposerons. Nous combattrons tous ceux qu'ils lanceront. Je hoche la tête, avalant difficilement. J'ai survécu à l'audience. J'ai survécu à la révélation d'une décennie de mensonges. Et à chaque nouvelle menace, chaque nouvelle tentative de me ramener sous leur contrôle, quelque chose en moi se durcit. Mes parents ont commencé une guerre, mais j'apprends enfin à me battre. La neige tombe plus fort le lendemain matin, recouvrant les rues d'un silence froid et étouffant qui, d'une manière ou d'une autre, rend tout plus dangereux. Je suis à la fenêtre de mon hôtel, regardant les flocons dériver devant les lampadaires, l'estomac noué d'effroi.
La victoire au tribunal hier aurait dû me rendre triomphante, mais au lieu de cela, le silence après la tempête ressemble à un avertissement. Mes parents ont perdu leur requête. Ils ont été exposés, acculés, et des gens comme eux ne font que frapper plus fort quand ils sont dos au mur. Mon téléphone vibre avec un texto de Viviane, la police a trouvé des preuves que le détective a trafiqué votre courrier. Rendez-vous à mon bureau à 10 heures. Ne venez pas seul. Restez visible. Je fixe ces mots plus longtemps que je ne le devrais. Ne venez pas seul. Cela ne devrait pas m'émouvoir, mais c'est le cas. Quelqu'un pense à ma sécurité. Pas de manière contrôlante, pas de manière culpabilisante. Juste de l'attention. Un deuxième texto arrive. Marc. Bonjour. Tu es réveillé? Comment tu te sens? Je peux te conduire chez Viviane si tu veux. J'expire lentement, ma poitrine se desserrant. Je réponds avant de pouvoir trop réfléchir, oui, s'il te plaît. À 9h30, il frappe doucement à la porte de mon hôtel. Quand j'ouvre, il me jette un regard et fronce les sourcils. Tu n'as pas encore dormi, dit-il doucement. Difficile de dormir quand quelqu'un essaie peut-être de s'introduire dans ma vie. Il n'hésite pas. Il lève la main et me serre l'épaule. Allons-y, le trajet jusqu'au bureau de Viviane est silencieux au début. Le monde extérieur est froid et intact, mais à l'intérieur de la voiture, l'air chaud et la légère odeur de son eau de Cologne au cèdre font reculer l'anxiété juste assez pour que je puisse parler. T'es-tu déjà senti piégé, je demande. Comme si quelque chose arrivait dans ta vie et que, quoi que tu fasses, ça ne faisait qu'empirer? Marc regarde la route verglacée, sa mâchoire se crispant. Chaque jour pendant des mois après la mort de Laura. Ta femme, je murmure. Ma fiancée, corrige-t-il doucement. Elle a été malade pendant longtemps. J'ai passé tant de nuits à penser que je perdais plus qu'elle. J'avais l'impression de me perdre moi-même. Je l'observe attentivement. Il ne dit pas cela pour attirer l'attention ou la sympathie. Il offre de l'honnêteté, une connexion, un pont. Je suis désolé, dis-je doucement. Il hoche la tête, les yeux ne quittant jamais la route. Ça m'a brisé. Mais j'ai survécu. Tu survivras aussi. Les mots s'installent dans ma poitrine comme des pierres chaudes. Le bureau de Viviane est en effervescence lorsque nous arrivons. Les téléphones sonnent, les papiers s'empilent, les assistants se précipitent avec détermination. Quelque chose a changé pendant la nuit, quelque chose de grand. Viviane ouvre la porte avant que nous puissions frapper. Bien, vous êtes tous les deux là. Entrez. Elle a l'air plus intense que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire. Je m'assois tandis que Marc se tient à proximité, appuyé contre la bibliothèque comme mon protecteur tacite. Viviane ne perd pas de temps. Le détective privé que vos parents ont engagé. Il a été arrêté ce matin. Je cligne des yeux. Arrêté? Pour violation de domicile, falsification de courrier personnel, tentative de coercition et suivi de votre véhicule sans consentement. Je la fixe, stupéfaite. Il a tout avoué, continue-t-elle. Et il a donné des noms. Vos parents l'ont payé en espèces depuis un compte séparé pour éviter une trace écrite. Mon estomac se retourne. Ils sont pris, alors? Viviane lève une main. Ce n'est pas si simple. Le détective coopère pour réduire ses charges, mais il prétend que vos parents ont reçu une information sur votre héritage il y a des mois. Marc bouge derrière moi. De qui? Quelqu'un à l'intérieur de la banque, dit Viviane. Quelqu'un qui a violé les règles de confidentialité. Nous travaillons avec la banque maintenant pour identifier la source. J'agrippe les bras de la chaise. Alors ils planifiaient ça. Depuis tout ce temps. Dès l'instant où ils ont soupçonné que vous pourriez avoir quelque chose de valeur. Ma gorge se serre. Et me mettre dehors. Ça faisait partie du plan. Viviane hoche la tête d'un air sombre. Ils avaient besoin que vous soyez vulnérable. Ils avaient besoin de contrôler le récit. Si vous apparaissiez instable ou sans abri, ils pourraient argumenter que vous étiez inapte à gérer des actifs. Tout était stratégique. Une vague de nausées me submerge. Ils essayaient de vous pousser dans un coin, termine doucement Viviane, pour récupérer ce qu'ils croyaient leur revenir de droit. Je couvre mon visage avec mes mains. À côté de moi, Marc s'approche, posant une main dans le bas de mon dos. Alors, que faisons-nous maintenant, demande-t-il à Viviane.
Elle désigne une pile de documents. Nous passons à l'offensive. Sa voix devient tranchante, puissante. Nous déposons une demande d'ordonnance de restriction permanente. Nous portons plainte pour harcèlement. Nous intentons une action civile pour dommages et intérêts, y compris détresse émotionnelle, harcèlement criminel, diffamation et tentative de vol d'actifs. Et nous ouvrons une enquête pour négligence criminelle. Mes yeux s'écarquillent. Tout ça, confirme Viviane. Nous les submergeons légalement avant qu'ils ne puissent se regrouper. Elle me tend un autre document, celui-ci portant le sceau du tribunal du comté. Et il y a autre chose, ajoute-t-elle en baissant la voix. Le juge d'hier a accéléré votre requête de protection d'urgence en vertu de la loi sur le harcèlement et les abus familiaux. Il a vu le rapport d'arrestation du détective. J'avale difficilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tribunal croit que vous êtes en danger, dit-elle. Et ils agissent rapidement pour vous protéger. Je hoche lentement la tête. Cela semble surréaliste d'être protégé par des systèmes que j'ai toujours cru défaillants. Puis une question inattendue m'échappe. Vont-ils aller en prison? L'expression de Viviane devient d'acier. Si l'enquête continue dans cette direction, oui. Marc expire, soulagement et colère se mêlant sur son visage. Bien. Mais ensuite Viviane s'adoucit, m'étudiant. Léna, dit-elle doucement, es-tu prête pour cette possibilité? Je reste assise en silence, y réfléchissant. La prison. Mes parents derrière les barreaux. Une partie de moi recule. Ce sont toujours mes parents. Ils m'ont élevé, nourri, ont prononcé les mots « je t'aime », même s'ils ne les ont jamais pensés comme des parents normaux. Mais une autre partie de moi, celle qu'ils ont essayé d'écraser, connaît la vérité. Si je ne les arrête pas, ils ne s'arrêteront jamais. Oui, je murmure. Je suis prête. Viviane hoche la tête et se lève. Bien. Alors nous avançons. À l'intérieur du bureau, tout semble fort, réalisable, contrôlé. Dehors, la tempête attend toujours. Des heures plus tard, quand Marc me ramène à mon hôtel, le vent hurle contre le pare-brise. Je me sens épuisé, vidé, mais étrangement plus stable. Viviane a un plan, le juge me croit, le détective a avoué, et Marc. Il devient une constante dont je ne savais pas avoir besoin. Quand il se gare sur le parking de l'hôtel, il se tourne vers moi avec un sérieux qui me fait chavirer le cœur. « Tu ne devrais pas rester ici ce soir, dit-il. »« Ça va, je commence, mais il secoue la tête. »« Non, ça ne va pas, sa voix est calme mais ferme. »« Quelqu'un a laissé un colis à ta porte hier. Ça veut dire qu'ils savent où tu dors. » Un frisson me parcourt l'échine. « Viens chez moi, dit-il doucement. Juste pour ce soir. J'ai des caméras de sécurité, un portier et une réception 24h24. Tu seras en sécurité. Mon cœur se tord, pas de peur. Autre chose. Quelque chose de chaud et d'effrayant. Je ne veux pas être un fardeau, je murmure. Il s'approche, la voix douce. Léna, tu n'es pas un fardeau. Tu es quelqu'un à qui je tiens profondément. Mon souffle se coupe. Il tend la main. Viens avec moi. Et pour la première fois de ma vie, je saisis la sécurité au lieu de fuir la peur. Oui, je murmure, glissant mes doigts dans les siens. Je viens. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent avec un doux carillon, et une lumière chaude se déverse dans le couloir alors que Marc me conduit vers son appartement. Mon corps est lourd de fatigue, de nervosité et de l'adrénaline persistante des dernières 48 heures. Mais il y a aussi un sentiment de sécurité inconnu qui fleurit dans ma poitrine. Sa main est toujours enroulée autour de la mienne, pas serrée, pas possessive, juste stable, comme s'il manquerait au moment présent pour que je ne dérive pas à nouveau dans la peur. Son appartement est au dernier étage d'un immeuble moderne surplombant le fleuve. Quand il déverrouille la porte et s'écarte pour me laisser entrer la première, je suis accueilli par un éclairage doux, des parquets polis et la faible odeur de cèdre et de quelque chose de chaud et de propre, comme du linge fraîchement sorti du sèche-linge. Cela ne ressemble en rien aux maisons où j'ai grandi ou à la maison que mes parents ont organisée pour les apparences. Cet espace semble habité, sûr, humain. Tu peux prendre la chambre d'amis, dit-il doucement en désignant un couloir. Drap propre, serviette dans le placard. Et la porte se verrouille de l'intérieur. La dernière partie me frappe plus fort qu'elle ne le devrait.
L'idée d'avoir une serrure que je contrôle, une porte que personne ne peut ouvrir sans ma permission. Je hoche la tête, avalant la boule dans ma gorge. Merci, je murmure. Il sourit doucement. Tu n'as pas à me remercier de vouloir que tu sois en sécurité. Je pose mon sac, soudain consciente du peu que je possède, quelques vêtements, le dossier rouge, la carte de mon grand-père, la serviette avec le numéro de Marc. Toute ma vie distillée en un tas de la taille d'une chambre de motel. Il disparaît dans la cuisine et revient avec 2 tasses de tisane à la camomille. Bois, dit-il doucement en m'en tendant une. Ça aidera. Je m'enfonce dans le canapé, laissant la chaleur s'infiltrer dans mes paumes. Dehors, la neige tombe toujours, captant la lueur des lumières de la ville alors qu'elle dérive devant les hautes fenêtres. Le monde semble silencieux et distant, comme si je le regardais à travers une vitre au lieu d'être écrasé par lui, pour une fois. Marc s'assoit à côté de moi, laissant un espace respectueux entre nous. Ce que Viviane a dit aujourd'hui, commence-t-il, à propos de tes parents qui planifiaient ça depuis des mois. Est-ce que ça rend les choses plus claires? Un rire amer m'échappe. Plus claires, oui. Moins douloureuse, non. Il hoche la tête. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Je fixe ma tisane, regardant la vapeur s'enrouler. Que j'ai continué à essayer, je murmure. J'ai continué à leur donner des chances, croyant que si j'essayais plus fort, ils seraient fiers, ou aimants, ou quelque chose. Et pendant tout ce temps, ils prévoyaient de me dépouiller de la seule chose que mon grand-père m'avait confiée. Marc ne se précipite pas pour combler le silence. Il attend, me laissant trouver les mots. J'ai toujours pensé que j'étais le problème, dis-je doucement. Que si je changeais assez, il me traiterait enfin comme une fille. Mais maintenant je sais qu'il ne me valorisait que si j'avais quelque chose qu'il voulait. Il se tourne légèrement vers moi, sa voix basse et certaine. Ce n'est pas de l'amour, Léna. C'est de la possession. C'est du contrôle. Et tu ne méritais rien de tout ça. Mon souffle tremble. Pourquoi ne m'aimaient-ils pas? Pourquoi leur amour était-il toujours conditionnel? Parce qu'ils sont brisés, dit doucement Marc. Pas toi. Tu étais juste la cible la plus facile. La vérité de ces mots pèse lourdement sur ma poitrine. Je me penche en arrière contre le canapé, fermant les yeux. Puis-je te demander quelque chose, murmure Marc. Je hoche la tête. Quand tout ça sera fini, à quoi veux-tu que ta vie ressemble? J'ouvre lentement les yeux. La question est simple, mais elle me frappe comme un raz-de-marée. Personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Mes parents ne se souciaient que de ce que je pouvais faire pour eux. Mon grand-père l'a demandé une fois, mais j'étais trop jeune pour savoir comment répondre. Maintenant. Je ne sais pas, j'admets. Je n'ai jamais imaginé un avenir qui ne soit pas façonné par la survie à leur égard. Marc se rapproche, sans me toucher, offrant juste sa présence. Peut-être, dit-il doucement, qu'il est temps d'en imaginer un maintenant. La chaleur qui se propage en moi ne vient pas seulement de la tisane. Elle ressemble à une possibilité, fragile mais réelle. Au bout d'un moment, il se lève. Tu devrais te reposer, dit-il doucement. Ça a été une semaine incroyablement épuisante. Je hoche la tête et le suis dans le couloir jusqu'à la chambre d'amis. La douce lumière de la lampe, les couleurs neutres, la couverture soigneusement pliée au pied du lit. Tout semble trop gentil, trop doux pour le chaos à l'intérieur de ma poitrine. Avant qu'il ne quitte l'encadrement de la porte, je parle. Marc? Il s'arrête. Oui. Pourquoi fais-tu tout ça, vraiment? Il croise mon regard sans ciller. Parce que je ne veux pas voir quelqu'un de bien se faire écraser par des gens qui auraient dû la protéger. Et parce que, sa voix baisse, honnête et vulnérable, point parce que je tiens à toi plus que je ne le devrais, vu la vitesse à laquelle tout ça se passe. Mon souffle se coupe. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas si je suis prête pour plus. Mais la vérité est là, brillante entre nous. Je ne veux pas qu'il parte. Reste avec moi, je murmure avant de pouvoir y réfléchir. Juste une minute. Je ne veux pas être seul. Il hésite, mais seulement un instant. Puis il entre et s'assoit sur le bord du lit. Sa présence est calme, stable. Il ne me touche pas, il ne m'envahit pas. Il reste simplement. Après quelques instants, je m'allonge et il ajuste la couverture autour de moi comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Tu es en sécurité, murmure-t-il.
Dors. Pour la première fois depuis des nuits, je le fais. Je me réveille des heures plus tard, désorienté, clignant des yeux devant la douce lumière du matin qui filtre à travers les rideaux. Marc a quitté la chambre, mais j'entends de légers cliquetis dans la cuisine. L'odeur de café flotte dans l'air. Je m'étire, me sentant étrangement reposé, jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Un message de ma mère. Ce ne sont que 4 mots, tu as fait une erreur. Mon estomac se retourne. Je le transfère instantanément à Viviane. Sa réponse arrive en quelques secondes, nous devons nous voir aujourd'hui. Quelque chose vient de changer. Mon pouce accélère. Je sors dans le couloir où Marc verse du café dans 2 tasses. Il lève les yeux et sourit doucement. Bonjour. Bien dormi? Mais son sourire s'efface dès qu'il voit mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui tends le téléphone. Il lit le message lentement. Sa mâchoire se crispe. Il change de tactique, dit-il doucement. C'est un avertissement. Je hoche la tête, avalant difficilement. Je ne sais pas ce qu'il prévoit, je murmure, mais je peux le sentir. Il pose la tasse et s'approche, sa voix stable. Alors nous y ferons face. Ensemble. Et pour la première fois de ma vie, le mot ensemble ne ressemble pas à un piège. Il ressemble à de l'espoir. La salle de conférence du bureau de Viviane est déjà en effervescence quand Marc et moi arrivons. Mais dès que Viviane nous voit entrer, elle ferme la porte et baisse la voix à un ton qui me hérisse les poils sur les bras. Vos parents ont fait leur prochain coup. Mon pouce s'emballe. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Viviane étale une série de documents sur la table, des impressions, des captures d'écran, des formulaires juridiques. L'atmosphère semble plus lourde aujourd'hui, plus sombre, comme si la tempête qui se préparait depuis des semaines commençait enfin à éclater. Ils ont déposé une requête auprès du tribunal des affaires familiales, prétendant que vous avez exploité une personne âgée vulnérable, dit-elle calmement, trop calmement. Je saisis le dossier d'une chaise pour me stabiliser. Quoi? Il vous accuse d'avoir manipulé votre grand-père pour un gain financier, poursuit-elle. Prétendant que vous l'avez contraint à vous léguer la succession. C'est de la folie, je respire. Je ne savais même pas qu'il avait une succession. Oui, coupe Viviane, mais la vérité n'a pas d'importance pour eux. Le contrôle, si. Et cette stratégie est conçue pour brouiller les pistes et déclencher une enquête. Marc s'approche de moi, me soutenant le dos d'une main. Ils essaient à nouveau d'utiliser le système comme une arme. Viviane hoche la tête. C'est leur coup le plus agressif jusqu'à présent. Et le plus dangereux. Ma tête tourne. Comment est-ce possible? Parce que la requête déclenche un examen automatique, dit-elle. Ce qui signifie que les services sociaux et l'État pourraient ouvrir une enquête sur les dossiers médicaux de votre grand-père, son activité financière et potentiellement vos actions. Je saisis le bord de la table, sentant le monde basculer. Je n'ai rien fait de mal. Bien sûr que non, dit fermement Viviane. Et nous allons le prouver. Mais d'abord. Elle sort un mince dossier de la pile et me le tend. Ce sont les emails que vos parents ont envoyés à leur avocat hier soir. Nous les avons assignés à comparaître. J'ouvre le dossier. Les mots se brouillent une seconde avant de devenir d'une clarté brutale. Elle craquera sous la pression. Elle l'a toujours fait. Une fois que l'enquête commencera, elle s'effondrera. Nous avons besoin qu'elle soit instable. Nous avons besoin qu'elle soit émotive. Nous avons besoin qu'elle soit seule. Mon souffle se coupe dans ma gorge. Ils ont écrit ces mots sur moi, leur fille. Mes mains tremblent alors que je serre les papiers. Marc me les prend doucement avant qu'il ne me glisse des doigts. Viviane poursuit, la voix plus tranchante maintenant, il discute activement de moyens de vous faire paraître mentalement inapte, y compris en envoyant des gens observer votre comportement dans les lieux publics. Mon estomac se tord. Ils essaient de me piéger. Oui, dit Viviane. Ils veulent que vous craquiez, que vous vous effondriez, tout ce qui peut être utilisé contre vous. Un frisson glacial me parcourt l'échine. Chaque ombre, chaque bruit de pas derrière moi, chaque voiture silencieuse. Est-ce que tout cela était une coïncidence? Viviane se penche en avant, la voix basse et intense. Écoutez attentivement, Léna. Vous ne pouvez réagir à rien. Ni en public, ni en ligne, ni dans des messages privés. Ils vous veulent émotive.
Ne leur donnez pas ce qu'ils veulent. Je hoche lentement la tête, mais la terreur gronde dans ma poitrine. Est-ce que c'est censé me faire peur au point d'abandonner? Je murmure. Oui, dit-elle. Et parce que vous n'avez pas abandonné, ils ont intensifié. Marc intervient, la mâchoire tendue. Et s'ils essaient quelque chose de physique? Le détective était déjà assez grave. Viviane lève une main. Nous maximisons votre protection juridique. Mais il y a une autre pièce, quelque chose que vous devez voir. Elle ouvre une enveloppe scellée et en sort une clé USB. Elle la branche sur le projecteur. Une vidéo apparaît à l'écran, mon grand-père, plus fragile que dans mes souvenirs, assis sur une chaise en bois près de la fenêtre de l'ancienne ferme. L'horodatage indique 3 mois avant sa mort. Une boule se forme dans ma gorge. Il commence à parler lentement, la voix rauque mais claire. Si tu regardes ceci, ma chère Léna, alors le moment est venu. Marc se rapproche, sa main trouvant la mienne. Viviane se tient à côté de la table, silencieuse. Mon grand-père continue, je connais tes parents. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Je sais comment ils t'ont traité et ce qu'ils veulent de moi et de toi. C'est pourquoi j'ai tout fait discrètement. C'est pourquoi ce compte et les propriétés sont à ton nom et à celui de personne d'autre. Ma gorge se serre douloureusement. Tu as été la seule à me rendre visite sans vouloir quelque chose. Tu as été la seule à me parler comme à un être humain au lieu d'un portefeuille. Des larmes piquent le coin de mes yeux. Je te laisse ces choses parce que tu as un bon cœur et que tu utiliseras ces ressources pour te construire une vie libérée des chaînes qu'ils t'ont mises. Je plaque une main sur ma bouche, étouffant un sanglot. Et s'ils contestent cela, s'ils essaient de prétendre à une manipulation, sache ceci, j'ai gardé tous les dossiers, toutes les signatures, toutes les évaluations médicales prouvant ma compétence. La banque a tout. Viviane hoche la tête d'un air sombre. Mon grand-père esquisse un sourire faible mais chaleureux. Je t'aime, ma chérie. Ne les laisse plus t'écraser. La vidéo se termine. Le silence qui suit est suffocant. Puis quelque chose en moi se fissure, pas de peur cette fois, mais avec quelque chose de féroce et de montant. J'essuie mon visage, respirant d'une voix tremblante, et lève les yeux vers Viviane. Ils ne peuvent pas gagner. Pas après tout ce qu'il a fait pour me protéger. Pas après ce qu'ils ont fait. Viviane hoche la tête en signe d'approbation. Bien. Parce qu'il est temps que vous commenciez à vous battre avec la même stratégie qu'il a utilisée, discrètement, méthodiquement et avec la vérité. Marc me serre la main, sa voix basse. Je suis avec toi à chaque étape. Je le regarde vraiment, la force tranquille, l'inquiétude, la façon dont il s'est présenté sans poser de questions. Quelque chose bouge dans ma poitrine, quelque chose que j'avais trop peur de reconnaître. Merci, je murmure. Réunion terminée. Viviane nous accompagne jusqu'à l'ascenseur. Vous aurez besoin d'une escorte renforcée, dit-elle. N'allez nulle part seul, même pas à l'épicerie. Et gardez votre téléphone allumé en permanence. Une escorte, je répète. Elle hoche la tête. Un service de sécurité. Le tribunal approuvera une protection temporaire jusqu'à ce que nous terminions cela. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et Marc entre avec moi. Alors qu'elles se ferment, je ressens soudain l'envie de demander quelque chose que je n'ai jamais demandé à personne auparavant. Marc, dis-je doucement, si ça s'aggrave, si ça devient dangereux, resteras-tu quand même? Il inspire brusquement, comme si la question le frappait plus fort que prévu. Puis il lève ma main et y dépose un doux baiser sur les jointures. Je ne vais nulle part. L'ascenseur descend en bourdonnant, et pour la première fois, malgré la peur, malgré le chaos, je sens quelque chose de puissant fleurir en moi. Pas la défaite, pas le doute. La détermination. Je vais finir ce que mon grand-père a commencé. Je vais reprendre ma vie. Et mes parents ne me contrôleront plus jamais. La neige tombait à nouveau le matin où tout a finalement basculé. Je la regardais depuis la fenêtre de la cuisine de Marc, la ville baignée de blanc, silencieuse d'une manière qui semblait presque irréelle après des semaines de chaos. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, mes épaules n'étaient pas nouées par la peur, mon téléphone ne bourdonnait pas de menaces, aucune voiture sombre ne tournait au ralenti dehors. Le monde était immobile, mais cette immobilité n'était plus fragile. Elle semblait méritée. Marc se déplaçait dans la cuisine derrière moi, pieds nus, à moitié réveillé, préparant du café comme il le faisait à côté de moi depuis des années.
Sa présence ne me surprenait plus, elle me calmait. Chaque petit geste passé devant moi pour prendre une tasse, poser une main sur mon dos, embrasser le sommet de ma tête en passant était comme un rappel silencieux que je n'étais plus seul. Plus jamais. Viviane avait envoyé un email la nuit dernière avec la mise à jour finale. L'affaire était classée. L'enquête pour fraude contre mes parents était terminée, et des accusations, de vraies accusations sérieuses, allaient être portées. Je n'étais pas tenu de témoigner, leurs emails, leurs messages et les aveux du détective étaient plus que suffisants. Mes parents n'étaient plus des ombres menaçantes dans ma vie, ils étaient des conséquences juridiques en attente. Et j'étais libre. On frappa à la porte. Marc leva les yeux, surpris. Ce doit être le service de sécurité, murmura-t-il. Viviane a dit qu'il passerait ce matin. Pour une fois, je ne me suis pas tendu. Je n'ai pas vérifié 3 fois par le Judas. Je ne me suis pas senti traqué. L'agent de sécurité qui se tenait devant la porte se présenta, nous remit les derniers documents du tribunal et partit. Pas de drame, pas de menace. Juste une conclusion, livrée dans une enveloppe Kraft. Je m'assis à la table, les doigts tremblant seulement légèrement en l'ouvrant. Ordonnance de restriction permanente. Contrôle total de la succession de mon grand-père. Confirmation officielle que j'avais été la victime, et non l'auteur, de la manipulation. Et une dernière chose. Une lettre de l'évaluateur financier nommé par le tribunal. Je l'ouvris et clignai des yeux. Ils avaient tout audité, les comptes, les enregistrements, les documents que mon grand-père avait laissés. Et ils avaient découvert plus d'investissements, plus d'actifs, plus de propriétés que mes parents ne connaissaient même pas, parce que mon grand-père les avait trop bien cachés. Je laissai échapper un rire étranglé. Marc leva les yeux. Bonne nouvelle ? Il m'a laissé plus que ce que nous pensions, je murmure. Beaucoup plus. Il tira la chaise à côté de moi. Alors peut-être qu'il est temps que tu décides comment l'utiliser. Je fixai la lettre et ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un horizon ouvert. Un avenir qui m'appartenait, non pas façonné par la peur ou l'obligation, non pas écouté aux portes ou dicté par la cruauté de quelqu'un d'autre. Le mien. Plus tard dans l'après-midi, Viviane appela avec une dernière mise à jour. C'est fait, dit-elle simplement. Ils ne peuvent plus te toucher. Je sortis sur le balcon de l'appartement pendant qu'elle parlait, écoutant le bourdonnement de la ville en dessous, respirant l'air froid qui avait le goût du soulagement. Quand nous avons terminé l'appel, je suis resté là un moment, laissant le vent emmêler mes cheveux, laissant la réalité de ma nouvelle vie s'installer. Marc me rejoignit un instant plus tard, les mains dans les poches. Ça va ? Je hochai la tête. Je pense que pour la première fois, je sais ce que ça fait. Il sourit, comme il le faisait toujours quand il voulait s'assurer que je croyais en moi. Et maintenant, Léna ? Je me tournai vers lui, sentant la chaleur se propager dans ma poitrine. Je veux une maison, dis-je doucement. Une vraie. Pas un endroit pour me cacher. Un endroit pour vivre. Un endroit où je peux respirer. Il hocha lentement la tête. Bien. Et j'hésitais, cherchant son visage. Je te veux là. Si tu veux y être. Son expression s'adoucit, douce, stable, pleine de quelque chose qui ressemblait beaucoup à une promesse. Je ne vais nulle part, murmura-t-il. Où que tu ailles, je suis juste à côté de toi. Je ne réalisais que je pleurais que lorsqu'il essuya une larme avec son pouce. Des semaines plus tard, lorsque la dernière neige fondit et que les premiers signes du printemps touchèrent les bords de la ville, nous nous tenions devant une petite maison en briques juste à l'extérieur de la ville. Une rue calme, un jardin que mon grand-père aurait adoré, un perron où la lumière se déversait l'après-midi. Pas un manoir, pas une forteresse. Un commencement. Un symbole de tout ce que j'avais construit pour moi-même, la liberté, la sécurité, la paix. À l'intérieur, nous avons peint les murs, déballé les cartons et construit une vie. Marc a rempli la cuisine de rire et de musique. J'ai rempli les étagères de livres et le rebord de la fenêtre de plantes. Le système de sécurité était à la pointe de la technologie, non pas parce que je vivais dans la peur, mais parce que je me valorisais enfin assez pour protéger mon avenir. Et parfois, quand le soleil était juste et que le monde semblait particulièrement doux, je pouvais presque sentir mon grand-père dans la maison avec moi, veillant sur moi comme il l'avait toujours voulu. J'ai visité sa tombe un matin au début de l'été. L'air était chaud et les fleurs que j'avais apportées bruissaient doucement dans la brise.
Tu avais raison, je murmurai. Surtout. Merci d'avoir cru en moi avant que j'apprenne à croire en moi-même. J'ai déposé les fleurs et posé ma main contre la pierre fraîche. Je vais bien maintenant, dis-je. Je vais enfin bien. En retournant à ma voiture, je me sentis plus légère, plus forte, entière. Et quand je suis rentré à la maison, ma maison Marc attendait sur le perron, souriant comme quelqu'un qui sait qu'il a trouvé l'endroit où il est censé rester.